Salut à tous. Salut. Bon petit épisode pour les nostalgiques de Tatami Connexion. Déjà, vous êtes bien sûr Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly. Et aujourd'hui, on fait un petit, comme j'ai dit, un petit épisode pour les nostalgiques de la première heure de Tatami Connexion où on parlait. Pourquoi on appelle ce podcast Tatami Connexion? Parce que c'était des sujets qu'on échangeait sur les tatamis. Et là, sur un open mat, j'ai commencé à parler avec un mec puis on parle de Danaher, et puis je commence à parler du génie de Danaher on en parlera après, mais comment il a pris à contre-pied en fait le grappling mondial pour imposer son style à l'époque de la clé de talon. Et je me dis, ça peut faire un bon épisode. Bon, une fois que tu commences à prendre des notes, tu te rends compte que tu tiens pas 2 heures là-dessus. Mais bon, une chose en entraînant une autre, j'ai pensé à un autre épisode et on en va débattre un petit peu dessus, sur que faut-il en fait pour être un bon coach. Alors, sur 2 aspects, pour être un bon coach, mais lambda, de la vie de tous les jours, et le petit plus pour être un Danaher, par exemple. En tout cas, pour être du niveau d'un coach d'élite. C'est ça, qui va former des athlètes de haut niveau. Donc voilà, on va essayer de faire au mieux. Maintenant, il manquera peut-être des choses ou pas. À vous d'en débattre en commentaire, à vous de rajouter si vous voulez aussi en commentaire certaines choses. Je parle aussi essentiellement pour les coachs qui nous écoutent. Donc voilà. Donc déjà, c'est l'épisode 22. Épisode 22. On revient à la genèse. Donc, si j'ai repris le dernier épisode qu'on a fait sous ce format-là, et donc c'est bien l'épisode 22 de Tatami Connexion. Vous êtes perdus entre les restos connectés. Non, les autres sont pas numérotés. Il y a que ceux-là et les restos connectés. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? On a séparé cet épisode en 2 parties. Donc je vous l'ai dit. Coach lambda, deuxième partie, coach d'élite, on va dire. Donc, on commence. Premier point, moi, que j'ai mis et qui, c'est comme enfoncer une porte ouverte. Hein. Avant tout, être pédagogue. C'est con, mais tu sais, il y a trop de monde qui oublie ce point alors qu'il est tellement évident. Être capable de pouvoir transmettre une idée au plus grand nombre. Donc, mais aussi, comment dire, avoir une grande faculté, on n'a pas tous la faculté de compréhension, tu vois. Il faut savoir s'adapter à chaque élève et pouvoir lui transmettre une idée et avoir la possibilité de communiquer en fait les détails, les points qui sont importants dans une technique ou dans un concept pour pouvoir faire en sorte que l'élève puisse l'assimiler, tout simplement. Ouais, et c'est pas facile. C'est pas quelque chose de facile. On aurait tendance, en tout cas, quand on transmet à une personne, ça peut le faire. Mais à un groupe, c'est différent, parce que tout le monde ne comprend pas pareil. Mm-hmm. Donc, ouais, transmettre une technique, alors une technique, ça va, mais tout un tas de techniques sur toute une saison, tu vois, même des techniques qui ne font pas forcément partie de ton jeu. Parce que transmettre son jeu, c'est plus simple, tu vois. Mais transmettre des choses que tu n'utilises pas forcément, mais qu'il faut enseigner, tu vois, la base, etc., c'est assez compliqué. Oui, c'est compliqué. Tu le vois au jour le jour, hein, de toute façon, parce qu'effectivement, tu sais, tu le vois dans les yeux de tes élèves. Tu sais, tu le sens tout de suite quand tu es en train d'expliquer une technique. Voilà, c'est ça. Et que tu vois des oui de la tête ou que tu vois des yeux, tu sais, des yeux écarquillés en mode je vois pas du tout de quoi il me parle. Tu sais, ça arrive souvent. Alors, quand on a un ou deux, bon, ça passe parce que tu sais que tu vas pouvoir revenir les voir après par la suite. Tu vois, mais quand t'as 30 élèves qui sont là, qui te regardent avec des yeux comme ça, genre, qu'est-ce que c'est que ce concept, tu vois? Non, ça, c'est vrai que c'est là que tu comprends si tu sais transmettre une idée ou pas. Mais dans la pédagogie, il y a aussi cette notion de progressivité, tu sais, dans l'apprentissage. C'est-à-dire que souvent, tu sais, tu as des coachs qui veulent tout de suite montrer des techniques de haute volée, tu sais, ce qu'on appelle des techniques Instagram. Tu sais, des techniques, j'ai vu ça sur Instagram, et directement derrière, tu sais, ils vont essayer de la montrer, de montrer un truc qui 3 quarts du temps ne fonctionne pas, hein, qui fonctionne sur Instagram, mais qui fonctionne pas dans la vraie vie. Donc, mais qui vont tellement être impressionnés par cette technique, tu sais, qu'ils vont essayer de montrer ça, en fait. C'est vraiment ça. Ce qu'il faut, c'est avoir cette notion dans la pédagogie de progressivité aussi chez tes élèves. C'est-à-dire savoir par quoi commencer pour que le reste, en fait, s'induise de la meilleure des manières. Pouvoir faire en sorte qu'il y ait un véritable cheminement. Tu vois, c'est vraiment ça c'est vraiment ça qui est important. Et ça fait partie de la pédagogie. Être un bon pédagogue, c'est aussi, alors c'est transmettre une idée, savoir aussi utiliser des images. Ça, c'est important. Tu sais, une image vaut mieux que 1000 mots. Donc ça, c'est important parce que souvent les élèves comprennent quand tu fais une corrélation avec une image.
que eux ont vécu. En fait, essayer de, comment dire, de trouver une situation que le plus grand nombre aurait vécu beaucoup plus facilement que le fait de réaliser cette technique-là, tu vois, pour qu'ils puissent comprendre en fait le cheminement que tu as fait dans ta tête. Un exemple tout bête, ça m'est arrivé la semaine dernière sur une technique en fait où chaque étape devait être faite en une étape. En fait, si tu n'avais pas la dynamique du mouvement, c'était beaucoup plus dur de réaliser le mouvement, tu vois. Donc j'expliquais le fait de pousser une voiture. Tu sais, tu pousses une voiture, imagine, tu es là, la voiture ne fonctionne pas, tu as le mec qui est au volant, toi, tu es en train de pousser la voiture, et puis au moment de tourner, il freine. Tu vois. Au moment de tourner, parce qu'il doit aller à gauche, je sais pas, il freine. Donc tu dois, et d'une part, relancer la dynamique de la voiture, et en plus de ça, avec les roues tournées. Donc encore plus dur que la situation précédente, tu vois. Donc, alors que si il n'avait pas freiné, qu'il avait juste tourné son volant dans le bon timing, et tu peux l'emmener où tu veux, après, derrière, une fois qu'il y a l'inertie, tu vois. Donc c'est ça, trouver en fait les bonnes images, le bon message à transmettre à tes élèves. Donc ça fait partie de la pédagogie et savoir construire ta saison, en fait, tout simplement. C'est un bon pédagogue, c'est quelqu'un qui a déjà une vision, quoi, une vision de d'où il veut aller au fur et à mesure de sa saison pour faire progresser ses élèves le plus rapidement possible. Tu vois, qu'il ne faille pas attendre 3 saisons pour que les mecs deviennent vraiment efficaces, entre guillemets. Ouais. Ça c'est ce que je disais, c'est compliqué. Sur toute une saison, c'est compliqué. Faut pas penser un cours, faut penser vraiment la saison et faire un chemin cohérent sur toute la saison. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc c'est pour ça que la pédagogie c'est bien, mais il faut, pour pouvoir faire ça, tu vois, pour pouvoir aller très loin, il faut aussi être armé suffisamment techniquement. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui peut pêcher si on est trop pauvre techniquement. Et c'est pour ça que tout à l'heure, tu disais son jeu, oui, parce que voilà, c'est quelque chose qu'on maîtrise, mais pour pouvoir enseigner une multitude de jeux, une multitude de situations qui pourraient être retrouvées en fait en fonction de chaque personne, techniquement, tu vois, c'est plus compliqué. Je voulais en parler plus tard, mais on va en parler maintenant. Vincent Nguyen qui faisait une corrélation avec l'entonnoir. Tu sais, j'avais entendu ça et ça m'avait beaucoup marqué parce que c'est ce que je pensais, mais l'image, justement, encore une fois, on voit que c'est un bon pédagogue, l'image m'a parlé, tu sais. Il disait que quand tu construisais ton jeu au fur et à mesure du temps, quand tu es élève, en fait, tu es dans un entonnoir. Donc, c'est-à-dire qu'on t'apprend une multitude de techniques et puis petit à petit, en fait, tu vas réduire ce nombre de techniques jusqu'à avoir ton jeu. Donc, c'est parlant, par exemple, dans le judo. Dans le judo, ils ont 2 voire 3 techniques qu'ils font et c'est tout. Alors qu'il y a une multitude de techniques d'amener au sol. Et en fait, quand tu enseignes, tu dois être capable de réouvrir cet entonnoir. Donc, de repartir de ton jeu et de réouvrir l'entonnoir pour avoir une multitude de techniques, une multitude de jeux. Parce que tous les élèves ne sont pas les mêmes. C'est pas tous les mêmes gabarits, c'est pas tous les mêmes, ils n'ont pas tous la même souplesse, par exemple, la même force, les mêmes tailles de segments, comment dire, les mêmes prédispositions. Il y en a qui vont être plus au-dessus, il y en a qui vont être plus en dessous. Et tu vois, si toi, tu as un jeu qui est en dessous et que tu ne travailles jamais le dessus, et ben tous tes élèves qui sont au-dessus, qui veulent lutter et prendre l'ascendant, et des passeurs de garde plutôt que des tireurs de garde, par exemple. Là, je parle pour le JJB, mais ça pourrait être pour le MMA aussi. Un élève qui sera plus striker, un élève qui sera plus au sol, un élève qui sera plus lutteur. Lutter, ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Donc, vas-y. Donc non, ouais, t'as tout à fait raison. Et c'est aussi à ça qu'on voit un bon coach, c'est le panel de ses élèves. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous le même style. Tu vas avoir des mecs dans la salle qui vont être bons lutteurs, d'autres qui vont être forts sur le dos, d'autres qui vont être meilleurs passeurs, d'autres qui vont être forts dans les finalisations, qui vont finaliser tous leurs combats, d'autres qui vont gérer au point. Voilà, c'est vaste en fait. Au niveau des combattants, c'est vaste. Il faut que tu puisses accompagner chacun de ces élèves de la meilleure manière, les aiguiller en tout cas de la meilleure manière. Donc on verra ça là-dessus aussi au niveau de la veille tout à l'heure pour pouvoir les accompagner. Là, en tout cas, pour avoir un panel de techniques assez grand, donc il y a 2 solutions. Soit vous avez eu un coach qui vous a permis en fait d'avoir un panel de techniques suffisamment important. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui était déjà un bon coach entre guillemets, hein, parce que attention, je ne juge personne de qui est là-dedans. C'est du générique, hein, on juge personne. Si vous vous sentez visé, c'est pas de ma faute à moi. Hein. Nous, on ne juge personne. On ne vous connaît pas personnellement d'ailleurs. On ne vous voit pas. On ne se voit que nous d'ailleurs, et ça nous suffit. Donc
Ce que je disais, c'est donc avoir un coach qui vous a permis d'avoir cette gymnastique, en fait, d'aller chercher un peu tous les styles. Parce que moi, ce que je dis aux élèves, c'est peu importe, en fait, que la technique, qu'elle soit pour toi ou pas pour toi. En fait, il faut la connaître pour pouvoir l'anticiper et la défendre quand quelqu'un qui a un style différent de toi va t'affronter. C'est vrai. C'est-à-dire que si tu découvres la technique le jour J, c'est déjà trop tard. Et tu vois, ça, c'est Donc, des trucs qu'on entend souvent quand on débute, quand on apprend les techniques. Souvent, on entend des élèves dire: oh non, mais ça, j'arrive pas, c'est pas pour moi. Tu mhm, vois, et ne pas le bosser. C'est une bah, la erreur. C'est réponse, une elle est grosse là. erreur. Bah oui, la réponse, elle est là. La réponse du coach, c'est de dire, OK, c'est pas pour toi, je le sais, je le vois. D'ailleurs, on va adapter la technique pour toi, ou on va faire autre chose, on en parlera aussi. Mais par contre, connais-la, décortique-la, comprends-la, parce que derrière, tu devras la défendre. Il y aura quelqu'un que tu vas affronter qui aura ce style-là. Donc, vas-y et fais en sorte de te l'approprier, même si tu n'es pas en capacité physique de le faire. Je pense à quelqu'un par exemple, qui a du bide. Tu vois, quelqu'un qui a du ventre. C'est tout bête, hein. Chacun son style. C'est ça qui est fort. Alors, dans le MMA et dans le jiu-jitsu brésilien, c'est deux styles qui sont assez riches techniquement pour pouvoir en fait créer des styles, quel que soit ton gabarit. Quand tu as du ventre, tu peux pas t'enrouler sur la nuque. C'est pas possible. Tu vas pas partir en orange, faire des berimbolo et tous ces trucs-là. C'est compliqué parce que bah, tu as un truc qui te gêne, c'est ton ventre. C'est-à-dire que quand tu veux t'enrouler, moi je l'ai vu avec certains élèves, tu leur dis de faire une orange. Soit des personnes qui n'ont pas de C'est cou, un tu sais, qui pamplemousse. sont un melon, un melon. Quand tu fais rouler un melon, tu comprends que ça roule pas bien rond hein, quand même, hein. Donc, soit les mecs ont du ventre ou les mecs, tu sais, qui sont trop raides des cervicales, tu sais, qui peuvent pas rentrer le menton, tu Ouais. vois. Ces mecs-là, l'orange, jamais les pieds restent en contact avec le sol. Donc, il faut adapter. Leur jeu, il va être plus lutté, tu vois, par exemple, à ces personnes-là. Ouais, c'est ça. Mais Euh, même au niveau de la taille des bras, les choses comme ça, tu vois, il y a des mecs, ils mettront jamais de bras-tête quasiment. Jamais de oui, dards, jamais de trucs comme ça, parce qu'ils ont les bras trop courts. C'est trop compliqué. ben, on voit quand Henri Cerudo essaie de mettre un Dark tu vois, on voit que c'est compliqué. Il est en bout de gant. Il est même pas en bout de doigt, il est en bout de gant. Donc c'est Mais il faut le compliqué. connaître, tu vois. Ça, c'est des techniques que tu vas retrouver. Mais En tu tout vas le cas, retrouver. contre toi. Ouais, et donc il faut savoir en fait quels sont les mécanismes pour la placer, pour pouvoir la déconstruire. C'est un truc que je dis souvent aux élèves. Vous voulez, enfin, je peux pas tout vous montrer sur une saison. Maintenant, ayez cette logique intellectuelle. Si vous voulez comprendre, enfin, mettre en place une défense, comprenez l'attaque, parce que vous avez juste à faire l'inverse en fait. Si vous savez que sur un anaconda, il doit vous rentrer le bras pour que l'épaule soit collée à la gorge, Bah, eh vous ben ouvrez. ouvrez le bras. Ouvrez le bras. Si vous ouvrez le bras, il n'y a plus il y a plus ce problème-là. Donc, c'est des trucs tout bêtes, hein, mais faut juste se comprendre. Faut juste comprendre. Si vous savez que la guillotine, par exemple, il faut ramener le menton à la poitrine pour que les voies respiratoires se ferment et que la technique passe, bah, faites en sorte de vous mettre dans une situation où il peut pas vous ramener le menton à la poitrine. D'accord? Faites en sorte de vous grandir, d'aller, d'aller, comment dire? Contre le mouvement. D'aller plus loin. Ouais. Donc, contre le mouvement. Tu vois, c'est vraiment ça. Un juji, il faut que le coude soit dans l'axe. Bah, sortez le coude de l'axe. Tournez votre bras. Et dans ce cas-là, il n'y a plus rien. Ou vous faites en sorte que ça soit l'avant du coude qui soit présenté. Enfin, c'est tout bête, mais il faut juste comprendre. Donc voilà. Donc, soit tu as un bon prof qui te permet tout ça, soit, bah, aujourd'hui, tu as une mine d'or que nous, on n'avait pas à notre époque, hein, c'est les vidéos. En fait, il y a des plateformes de vidéos dans tous les sens. Déjà, il y a YouTube. YouTube qui est une mine d'or, mais comme une mine de merde aussi, hein, on va pas se mentir, hein. Il y a Instagram, il y a YouTube, il y a tous les DVD de PJJ BJJ Fanatics, ouais, etc. de BJJ Fanatics, de Nerfight aussi, qui a fait pas mal de vidéos, tu Oui, il y sais, a de quoi si trouver on prend sur de le la côté qualité. français. Donc, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Maintenant, attention, l'intelligence du coach, encore une fois, c'est de comprendre et de prendre les techniques qui sont adaptées à son public. C'est vraiment ça. Parce que tu prends BJJ Fanatics, par exemple. Moi, je sais que ça me parle beaucoup parce que quand tu as déjà les bases, tu sais, ça te permet d'aller plus loin dans la réflexion. Et encore, là-dedans, il y a des choses que je laisse. Tiens, je te donnais l'exemple sur les vidéos de Danaher par exemple. Je te disais, je préférais Lachlan Giles à Danaher, pour une raison qui est très simple. Danaher, il a une force de dingue. Tu le sens, tu le vois dans ses vidéos. Il suffit C'est un juste de powerlifter. tester, c'est un powerlifter, il suffit juste de tester ses techniques pour comprendre qu'il a une force de dingue. Dans le sens où, quand tu le vois qu'il prend à une main le mollet de quelqu'un qui fait 100 kilos,
et qu'il le ramène à lui en parlant comme si de rien n'était pour venir attaquer après une clé de jambe, toi, tu prends un mec de 60 kilos, tu le prends comme ça et tu essaies de le ramener à toi avec une main comme ça, on continue à discuter, tu te rends compte que non, c'est toi qui dois aller vers lui et pas l'inverse. Et c'est là où je préfère, c'est là où je préfère Lachlan Giles qui, de par son gabarit, en fait, a fait du Danaher du peuple. Tu vois ce que je veux dire? De gens lambda, tu vois, qui va te permettre, en fait, de mettre moins de force dans la technique, entre guillemets. Donc, après, attention, hein, c'est des exemples. Hein. Danaher, c'est pas que ça. Mais il y a certaines techniques où tu te rends compte qu'il va falloir aller chercher plus peut-être la version Lachlan Giles que la version Danaher pour certaines techniques. Parce que t'as pas la force pour. C'est pour ça que j'aime bien aussi Craig Jones, tu vois. Mais Craig Jones, c'est pareil. Il a des segments qui sont très longs, très longilines, tu vois. Donc, ça veut dire que les techniques que tu vas prendre de Craig Jones, tu sais que tu vas les garder en tête pour des gens qui ont le même physique, le même morphotype que lui, tu vois. Et c'est là où il faut regarder, en fait, aussi, plus que la technique et la diversité technique, mais aussi tout un tas de morphotypes pour pouvoir aiguiller tes élèves au fur et à mesure du temps, tu vois. Ouais, t'as tout dit. Hein. Ouais. Donc voilà, mais c'est un super travail. Après, en extension de tout ça, pour être armé techniquement, il y a une chose que j'ai pas dite, que ça soit quand un coach te montre la technique, et c'est un peu plus facile parce qu'il est là pour t'aiguiller sur les détails qui sont importants. Quand c'est de la vidéo, souvent tu n'as pas ces détails-là. Tu as une technique dans la globalité. Alors c'est plus facile la vidéo que la photo. Enfin, tu sais, quand c'était les livres à notre époque, où là, tu sais, d'une photo à une autre, il peut te manquer une petite étape qui fait toute la différence. Mais souvent, tu sais, quand tu es pris dans ton explication, tu penses pas toujours à expliquer le petit détail, tu sais, qui change tout. Tu sais, la main orientée de telle manière plutôt que telle manière, le truc, enfin, tu vois, le pied orienté de telle manière plutôt que telle manière. Je pense, par exemple, quand tu mets un genou estomac, tu vois, ton pied qui est au sol, de l'autre côté, il faut qu'il soit les orteils orientés vers la tête, enfin, tu sais, parallèle au corps de ton adversaire. Si tu orientes ton pied et tu le mets perpendiculaire au corps de l'adversaire, tu n'auras pas la même pression que quand tu te mets parallèle. C'est rien, c'est un tout petit détail. Mais dans la technique, on va te dire, tu mets un genou estomac, tu vois. Et on va pas t'aiguiller sur ce petit truc-là. Si t'es pas en capacité, en analysant une vidéo, de voir ce petit truc, ou en tout cas en essayant de reproduire la technique, de comprendre qu'il manque ce petit truc, tu vois, ça te retire une partie de l'efficacité de ta technique. En fait, on va passer d'une technique qui est efficace quand tu la montres, ou tu vas la reproduire avec un élève comme ça qui ne résiste pas dans le monde des bisounours, à une technique qui va être transposable en combat tout de suite. C'est ça la différence. Ouais, parce que quand tu la feras en combat avec de la résistance, tu te diras, il manque un truc. Oui, c'est ça. Et tu vas te dire, enfin moi, à chaque fois, c'est ce que je dis aux élèves. Tu sais, ça c'est une de mes grandes phrases. Tu vois, quand par exemple, tu as un élève qui fait mal la technique et tu sais, bon, je dis souvent, ce monde des bisounours, ça sort pas de nulle part. Hein, ça, je le sors 4 fois par cours. Mais je leur dis, est-ce que là, tu es en capacité de le placer en combat? Tu vois, parce que si jamais tu l'apprends de cette manière-là, et même très important, savoir reconnaître aussi quand le partenaire fait en sorte que la technique soit crédible ou pas. Parce que les partenaires qui ne font pas en sorte que, qui ne font pas en sorte que la technique soit crédible, ça existe aussi. C'est-à-dire qu'ils ne donnent pas la bonne résistance, entre guillemets, qui ne se tournent pas de la bonne manière, qui vont accepter, par exemple, un renversement trop facilement. Tu sais, je ne dis pas qu'il faut résister à 100%, mais il faut être logique. Il faut être logique dans les mécanismes de défense. C'est ça. Et c'est ça qui fait que quand tu fais une technique d'action-réaction, s'il n'y a pas la réaction, tu peux pas. Ça fausse tout, exactement. C'est très valable en lutte. Tu vois, si tu ne réagis pas à l'appel, tu sais, quand tu dois faire reculer la jambe pour pouvoir faire une autre technique, ça marche pas. C'est valable en boxe. En boxe, quand tu fais réagir pour que la personne ferme sa garde pour pouvoir, je sais pas moi, direct crochet, tu vois, où tu paries sur le fait que la personne va venir défendre le direct pour que le crochet passe derrière la garde. Je dis une connerie, mais c'est tout bête, mais en tout cas, le partenaire doit être bon et c'est au coach de dire au partenaire attention. Parce que là, en combat, si ça se passe comme ça et donc ça fausse ce que la personne fait, si ça se passe comme ça, en combat, ça va pas marcher et tu vas dire putain, mon coach, il m'a montré de la merde. Mais non, je t'ai pas montré de la merde. C'est juste que il faut la faire de la bonne manière à l'entraînement directement pour que ça passe après derrière. Donc ça, c'est important de savoir décortiquer tous ces petits aspects pour
Encore une fois, pour rendre tes élèves plus efficaces plus rapidement, tout simplement. Et ça demande, et ça c'est une autre qualité d'un coach, la patience. De la patience. Ouais, c'est dur, hein. Ça, c'est très dur, ça. Ouais. Ça, c'est très dur parce qu'on a. Alors, encore plus quand on a des élèves qui sont bons d'un côté et d'autres un peu moins bons. En fait, on veut que tout le monde soit au même niveau. Donc, on a tendance à être plus dur. Oui. Oui, ouais. Non, moi, j'arrive quand même à accepter le fait qu'il y en a qui sont moins bons. Alors, ça va moins vite parce que c'est sûr que si tu as que des élèves qui sont bons, bah, ça va très très vite. Hein. Tu peux enchaîner les techniques beaucoup plus rapidement. Mais et encore, moi, j'insiste sur le fait qu'il faut les répéter plusieurs fois parce que sinon, ça marche pas. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est surtout dans la patience, moi, ce que je vois. Excusez-moi, hein. Ça va être une horreur pour vous. Je vais vous tousser dans l'oreille toutes les 2 secondes, mais on fait avec ce qu'on a. Donc, ce que je vois surtout dans la patience, c'est que il faut savoir en fait, comment dire, euh, juste déjà, soit prendre le temps d'expliquer correctement la technique. Enfin, tu sais, ça va au-delà, hein, tu vois, quand, sur les personnes qui sont bons ou pas. Savoir, tu sais, ça va avec le point d'après. Savoir comprendre là où est le point d'accroche. Tu sais, parce que tu as des élèves, juste, ils savent la faire. C'est juste qu'il y a un point d'accroche qui est réel ou pas. Ça, faut déterminer si c'est un réel point d'accroche ou pas. Donc, soit tu contournes le point d'accroche parce que justement, tu as un panel technique qui est assez grand pour dire, bah voilà, au lieu de faire ça, comme toi, tu es un peu plus grand, je sais pas, je dis une connerie, la guillotine, là, dans cette situation-là, ben, pour toi, comme tu as des bras longilignes, bah, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus indiqué, donc tu vas passer sur une dart choke, par exemple, tu vois, ou sur une ninja choke, parce que tu vas pouvoir resserrer tes bras plus facilement, enfin, tu vas pouvoir justement fermer l'espace plus facilement parce que tu vas rentrer tes bras beaucoup plus profondément. Tu vois, c'est savoir donc soit contourner, soit faire comprendre à l'élève, mais non, il n'y a pas de point d'accroche. C'est juste que il te manque ce détail-là, tu vois, ce petit point-là qui fait que, et derrière tu vois que la personne a dit, ah bah oui. Tu sais, souvent, il y a des élèves qui me disent, viens me voir, je comprends pas. Je leur dis, montre-moi, parce que ça, c'est la chose à faire. Faut pas qu'il t'explique, faut qu'il te montre. S'il t'explique, il part dans une divagation, ça, tu perds 1000 ans. Non, montre-moi, tout de suite. Quand il te montre, tout de suite, Là, tu tu vois vois où est le tout de point suite le d'accroche. problème. Mais ouais, et souvent, avec l'expérience, quand tu montres une technique, tu anticipes déjà le point d'accroche. Tu sais déjà ce qui va poser problème. Et ce qui fait que c'est facile de le traiter parce que la première personne qui t'appelle qui dit hey coach, je comprends pas, en fait, tu sais que c'est vraiment ça qui passe pas. Tu vois, Mm. tu as compris tout de suite. Donc, à corriger, c'est très simple. Donc, ça, c'est un point qui n'existe pas. Pour d'autres, il faut le contourner. Et encore pour un troisième cas, et ça, il faut savoir le faire, c'est être patient, mais dans une certaine mesure. C'est-à-dire que de vouloir absolument enseigner toutes les techniques à tous tes élèves, alors c'est sûr, ça va te demander beaucoup de patience, mais tu vas t'épuiser parce que c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. T'en as certains pour qui ça ne peut pas passer, parce que physiologiquement, ça passe pas. Donc là, je vous donne une petite phrase, un petit tips. Tout ne passe pas sur tout le monde et tout le monde ne peut pas tout faire. Tu dis ça à ton élève, il a compris, et derrière, tu lui dis, bah écoute, cette technique-là, effectivement, ça passe pas. Mais c'est pas grave. Essaye quand même de comprendre le mécanisme. Donc reproduis-la, même si toi, tu n'arrives pas à faire taper ton adversaire, ou tu n'arrives pas à le renverser dans cette situation, ou tu n'arrives pas à recomposer. Tu vois, je pense à une recomposition quand tu t'enroules, quand le mec est en montée et que tu dois t'enrouler pour rentrer tes jambes, tu vois. Bah, effectivement, ça passe pas. Alors tu dis, bah, la technique d'après, elle sera pour toi. Parce que je vais montrer une autre technique qui sera adaptée pour toi. Mais essaie de comprendre, en fait. Essaie de comprendre. Ou essaye, des fois, savoir, en fait, switcher les personnes. Dire attends, avec lui ça passe pas, mais peut-être qu'avec lui ça Oui, passera. ça Tu arrive vois? souvent, ça. Surtout Ouais, quand il y a des gabarits très différents. c'est ça. Et puis dans la phrase tout ne passe pas sur tout le monde et tout le monde ne peut pas tout faire, il y a tout ne passe pas sur tout le monde. C'est-à-dire que des fois j'ai des élèves qui m'appellent, coach, je comprends pas, ça marche pas avec lui. D'accord, je vais essayer. T'essayes, tu fais contre la personne et tu dis effectivement contre lui ça marche pas. C'est une réalité. Il y en a Ça me l'a fait hier. ah ouais Sur une Kimura. Tu sais, j'étais avec mon cousin, il est hyper lax. ouais Kimura, c'est impossible. Et du coup, ils essayaient tous de lui mettre une Kimura, sauf que son bras, tu l'amènes de l'autre côté, ça tape pas, tu vois. ouais. Et Ça donc, tape pas, ça finit par casser, mais ça tape pas. ouais, mais bon, on n'allait pas aller jusque-là. Bah Mais voilà, c'est ça. quand je lui ai fait, tu vois, effectivement, Kimura, sur lui, c'est pas la meilleure option. Ouais, bien sûr, bien Donc, il sûr. faut faire autre chose. Mais voilà, bossez là. De toute façon, ça marchera sur les autres. Donc, bossez là.
Mais effectivement, tout ne passe pas sur tout le monde. Ouais, d'ailleurs, tu les invites à la faire sur quelqu'un d'autre pour comprendre qu'ils la font bien. Tu C'est vois, ça. moi, c'est ce que je fais. Je dis, bah, fais-le avec lui et tu verras. Et là, tu vois, ça passe. Parce que visuellement, ça passait. Maintenant, c'est juste que la personne, elle est hyperlaxe. Attention à ces personnes-là, aussi aux hyperlaxes ou les gens qui ne sentent pas. Surtout sur les clés de jambes. Tu sais, il y en a plein, tu leur mets des kimuras de cheville, des clés de talon, et puis ils sentent pas. Mais toi, tu sens la tension, tu vois. Mais ils sentent pas la clé. Attention, c'est de la responsabilité du coach aussi de dire à l'élève, OK, t'as pas mal. OK, en compétition, ça sera peut-être un avantage pour toi parce que tu pourras tenir un peu plus longtemps dans ta sortie. Mais au club, attention, c'est pas grave. Ne va pas trop loin parce que effectivement, tu vas pas le sentir, mais quand ça va péter quand même. À un En fait, moment, ça ça pètera. pète. Mais oui. Les Donc tu as Kimura de cheville, je entendu. vois tout le temps. On l'a vu sur tous les compétiteurs, même à haut niveau, hein, les Miyao, tout ça, là. Hein. Hmm, Fois, ils finissent avec les chevilles. Alors, ok, ils tapent pas, mais la cheville, elle est cassée. bah, cassé ou alors même si c'est pas cassé, tu continues de distendre tes ligaments. Enfin, tu sais qu'à un moment tu le payeras dans ta vie, tu vois. Alors eux ils vivent de ça, c'est une autre histoire. Mais quand tu es un mec lambda dans ton club, bon, tu essaies de lui dire, écoute, tu as peut-être envie de pas marcher en canard la fin de ta vie, quoi. Donc fais en sorte de dire bon ok c'est bon, j'ai senti qu'il y a un point d'accroche, j'arrête là, très bien. Ou l'intelligence de dire aux autres, si vous sentez qu'il y a un point d'accroche, passez à autre chose, quoi. Tu vois, passer sur une autre technique. Ce qui est pas déconnant, tu sais, dans l'apprentissage, de savoir faire une transition d'une technique à une autre, Mm. ça passe pas, on passe sur autre chose. On s'acharne pas pendant 2 heures jusqu'à ce que tu entendes le paf, trop tard. 6 mois, tu sais. Non, mais c'est vrai. Donc voilà, être patient, c'est aussi tout ça, c'est prendre le temps d'expliquer aussi tout ça. Tu vois, de savoir passer d'un groupe à l'autre, tu vois, de pas vouloir changer de technique tout le temps, tu sais. Pas vouloir montrer 10 techniques dans un cours. Tu peux Non, montrer une impossible. technique, et c'est même mieux, hein, 1 à 2 techniques, mais par contre, tu vas passer, voir tout le monde et essayer de comprendre. Et c'est même pour vous en tant que coach, hein, c'est important de passer dans tous les groupes pour comprendre pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas. Parce que justement, quand on vous pose la question, en fait, c'est toute cette expérience-là que vous allez avoir qui va vous permettre derrière de pouvoir être plus rapide dans la gestion des points d'accroche, comme on disait tout à Et l'heure. même on sous-estime ce truc-là, là, le passage des coachs dans les rangs. C'est tellement important pour les élèves. Quand ton coach, il est là, il te regarde, tu vois, il te regarde faire la technique, il prend le temps de te regarder. Franchement, ça change tout. Ah Même oui, ça dans la change tout. relation que tu as avec le coach, ça change tout. Tu dis, putain, le Oui, mec, bah, il est impliqué, tu vois. c'est ça. C'est ça. Le relationnel, j'en ai parlé justement. C'est le dernier point, mais c'est très, très important. Être un bon coach, c'est aussi savoir se remettre en question. Ça, c'est toi qui l'as dit hier, mais c'est vrai, parce que c'est ce qu'on vit depuis des années. Hein. Pour la petite histoire, presque tous les étés et même dans la saison, mon cher Rolly et moi, on s'appelle et on peut passer des heures au téléphone. Surtout moi qui suis un obsédé d'améliorer constamment en fait le message passé aux élèves euh, pour savoir comment faire en sorte Trouver de la formule. exactement la formule, alors qu'il n'existe pas, hein, bien sûr, hein, parce qu'elle évolue tout le temps, mais d'être au plus proche de la formule qui fonctionne le mieux. Là, j'ai l'impression on est sur une piste hein, depuis quelques saisons qui marche plutôt pas mal. Mais en tout cas, il faut savoir se remettre en question et savoir repartir sur des bases plus saines. En fait, il ne faut pas s'enfermer, dire en fait, j'ai la réponse, je suis le coach, j'ai le savoir. Donc, si ça passe pas, c'est de votre faute et c'est pas de la mienne. Tu vois? Non, si ça passe pas, ça peut être aussi de ta faute. C'est peut-être parce que dans l'explication de la technique ou dans la manière dont tu fonctionnes, dont tu travailles, ça ne fonctionne pas. Exemple, pendant des années, je faisais, pour la partie sol, en tout cas, je faisais la garde fermée, passage, renversement, soumission. Demi-garde, passage, renversement, soumission. Montée, passage, renversement, soumission. Pardon. Donc, on voyait en fait beaucoup de techniques sur plusieurs semaines sur la garde, puis après plusieurs semaines sur la demi-garde. Et il n'y avait jamais de De lien et de continuité, ouais. transition, voilà, de continuité dans l'action. Et en plus de ça, en fait, tu te rends compte que tu as vu la garde en début de saison, même si tu reviens un petit peu dessus après, parce qu'en fait, il y a T'as tout tellement de choses à oublié. voir. Exactement. Les élèves, ils ont tout oublié, font des erreurs. Et donc, ça fait que bah, tu perds du temps dans ton enseignement. Et j'entendais une phrase, en fait, qui me martelait chaque année, saison après saison. Ok, d'accord, j'ai passé la garde, mais maintenant, je fais quoi? Tu sais. Mais C'est con, mais bah, c'est c'est ça une en fait. phrase. Mais oui, bah maintenant, Et je même fais quoi? Bah, quand tu tournais avec les gens, tu vois, par exemple, ils te passaient, ils te contrôlaient et ils te regardaient, ils te disaient, je peux faire quoi là? bah oui.
Qu'est-ce que je peux faire? Quelle position? Quelle soumission? Et tu te dis, ta réponse était, attends, ça va venir, faut être patient. Tu sais, le jiu-jitsu, c'est de la patience. Tu sais, la réponse conne, tu vois. Et ouais, moi, il m'a fallu 10 ans pour ma ceinture noire, tu sais. Et derrière, un jour, illumination. Et si on fonctionnait sur des phases de combat, de partir du point A au point Z, sur la première partie de la saison, pendant 3 mois, tu vois, le premier trimestre, on va dire. Tu viens, tu fais amener au sol. J'ai amené au sol, j'arrive dans telle situation, donc je vais passer de telle manière, puis je vais prendre telle position. Et tu rajoutes, exprès, t'en fais des caisses. Tu vois, là où tu pourrais soumettre directement, par exemple, tu vas passer la garde, prendre la montée, prendre la S-monte, attaquer le juji ou le triangle. Et puis après, tu vas arriver dans la situation inverse. On t'a amené. Donc, on t'a amené, on essaie de te passer. Comment tu défends la garde? Comment tu recomposes ta garde? On t'a pris en montée. Comment tu vas défendre cette montée? Et ainsi de suite. Et en fait, tu fais des phases de combat comme ça. Une fois en attaquant, une fois en défense, et ainsi de suite, ou 2 fois en attaque, une fois en défense. Et tu fais ça, ce qui fait que déjà, tu vas beaucoup plus vite sur les soumissions, entre guillemets. Donc, ce qui plaît, parce qu'il faut penser à ça aussi, hein, c'est ce qui plaît aux élèves. Exactement. Parce que eux, ils sont dans le truc où ils veulent soumettre. Après, c'est à nous de leur faire comprendre au fur et à mesure du temps que, et de par ce travail-là, c'est même plus facile, que la soumission, finalement, vient au bout du cheminement. C'est le point Z de l'enchaînement. Donc, d'aller au bout du bout des choses, tu vois. Et donc, le fait de faire ça, en fait, je me suis retrouvé avec des élèves qui étaient beaucoup plus efficaces très rapidement, au point même d'avoir des premières victoires en compétition beaucoup plus vite qu'avant, tu sais, parce qu'ils avaient déjà une continuité, une logique. Ils ont pris beaucoup d'expérience. En une saison, ils prenaient l'expérience de 2, 3 saisons, tu vois, c'est vraiment tout bête. Genre, au point que certains élèves, je vais faire du name dropping, hein, mais tu prends Ismat, tu prends Mathis, tu prends Ryan, tu vois, tous ces élèves à moi, dont Ismat, surtout, ça lui arrive souvent parce qu'il est dans beaucoup d'open mat, qui a commencé en septembre dernier, pas celui-là, de septembre d'avant, qui, avant même la fin de la saison, les gens lui disaient, non, mais t'es bleu, limite violette. Alors, certes, il a progressé très vite, mais parce que ce cheminement-là, cette manière de travailler-là, lui a donné beaucoup plus d'expérience plus vite, en fait, tout simplement, que quand je fonctionnais. Ça n'aurait pas été le cas avec l'époque où je faisais la garde, la demi-garde, le truc, le machin. Et ça, il faut se remettre en question pour ces trucs-là. Ouais, il faut passer par plusieurs étapes, hein. On avait fait aussi des drills. On avait mis en place les drills. Tu te rappelles les drills Tennis Planet? Ouais. Finalement, c'est quasiment la même chose, sauf que là, c'est plus adapté aux débutants. Ce qu'on met maintenant, les phases qu'on met. Parce qu'en fait, c'est du confirmé, Tennis Planet. C'est ça. C'est-à-dire que les drills Tennis Planet, c'était bien. C'est vrai qu'on a testé ça, c'est vrai. T'as raison. On a testé les drills Tennis Planet, mais le problème, c'est que c'était pas transposable à tout le monde. C'est-à-dire que tu faisais un drill, déjà à expliquer le drill. Tu vois, eux aussi, il y a le truc, c'est que. C'était 10 minutes d'explication, quoi, le drill. C'était des phases, voilà, c'est de la riva, des inversions de garde, etc. Quand tu débutes, c'est impossible. Mais c'est ça. Ce qui fait que là, maintenant, en fait, au lieu de. On a gardé ce côté drill, mais plus dans l'idée de faire. Il y a 3 passages. Tu vois, 3 passages de garde, tac, tac. Et on fait ces 3 passages. Tac, 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 à chaque début de cours. C'est tout con, mais c'est histoire déjà de leur apprendre ce truc-là, tu vois, de les mettre dans un bain où aussi, et ce que j'aime dans ces drills-là, par contre, ce que j'aime dans le drill, c'est que ils sont obligés de cogiter par eux-mêmes. Tu vois, semaine après semaine, de comprendre par eux-mêmes la technique. Parce que tu l'expliques pas vraiment, tu l'expliques vite fait. Parce qu'après, derrière, tu vas expliquer des techniques dans le détail. Parce que c'est toujours le même. Donc, comme ça, ils ont le temps de le comprendre. C'est ça. Mais c'est volontaire, en fait, justement pour ça. En leur disant, le premier cours, c'est pas grave, tu comprends pas, c'est normal. Mais tu verras dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu verras que ça va devenir naturel. Et ça, c'est vrai que ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Donc oui, effectivement, faut essayer de hacker, en fait, le cerveau de tes élèves. En fait, c'est vraiment ça, d'arriver à leur faire comprendre que les cartes sont aussi entre leurs mains. C'est-à-dire que le coach est important. Et ça, c'est aussi une faculté d'un coach. Le coach est important, mais le travail, il est fait par eux, pas par nous. Nous, on peut leur donner tout ce que tu veux. S'ils ne comprennent pas d'eux-mêmes le petit détail qui va faire la différence, tu peux leur dire le détail, mais il faut le sentir. Et pour ça, il faut leur donner une autonomie. Et ça passe par là aussi. Le fait de leur faire comprendre la technique. Des fois, quand tu vas corriger quelqu'un, tu lui dis pas tout de suite. Tu essaies de l'aiguiller. Tu sais, tu lui donnes pas la béquille. Tu lui dis pas tout de suite, bah, c'est ça, il fallait que tu fasses ça, c'est facile. Tu vois, c'est comme ton gosse, tu vois. Bah non, 2 plus 3, ça fait 5, ok. Ah, essaie de comprendre. Tu le laisses réfléchir. 3,
Voilà, tu lui donnes une solution, tu dis, bah, t'as des doigts, peut-être que tu peux regarder sur tes doigts, peut-être, tu vois, tu l'aiguilles, tu vois, c'est ça. Donc, tu essaies de lui faire comprendre. C'est vraiment ça. Et derrière, pour qu'il ait cette gymnastique aussi, des fois, de ne pas avoir besoin de t'appeler. Moi, les élèves qui m'appellent trop souvent, eh ben, c'est un échec pour moi. Enfin, qui m'appellent trop souvent pour les corriger à chaque cours, chaque technique. Ça veut dire qu'ils ont soit pas le bon sens de l'observation, soit que je communique pas suffisamment bien sur la technique quand je la montre. Il y a des trucs que j'oublie de montrer. Et des fois, ça arrive. Hein. Il y a des trucs que tu fais tellement naturellement, c'est quand quelqu'un te pose la question, tu dis merde, j'ai oublié d'en parler. Tu vois. Du stop, revenez ici. J'ai oublié un détail. Exactement. Exactement, ça m'arrive. Ça arrive tout le temps, ça. Ça arrive à tout le monde. C'est ça. C'est Et exactement ça. tu vois, juste ce point-là, ça fait partie de la remise en question. Parce que Oui. si tu as un ego démesuré et que tu vois que tu as oublié un truc, tu peux te dire, ah, vas-y, je leur dis pas. Après, ils vont dire que je dis de la merde, tu vois. Ils vont dire que j'ai oublié ça, j'ai oublié ça. Donc, le fait de leur dire, ah, ok, c'est moi, j'ai oublié quelque chose, revenez, on recommence. Tu vois, ça fait partie de la remise en question. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est une réalité. Hein. C'est une réalité. De toute façon, il ne faut pas avoir d'orgueil quand tu es coach. Et c'est vrai que je ne l'ai pas mis, mais maintenant que tu dis ça, c'est un truc à dire. Il ne faut pas avoir d'orgueil quand on est coach. Parce que l'orgueil, c'est très mauvais. Très mauvais parce que d'une part, effectivement, tu l'as dit, dans ce cas de figure-là, c'est très intéressant dans la remise en question parce que tu ne te remets pas en question ou tu dis, bah, c'est pas grave, je leur montrerai plus tard, ça passera. Tu sais, ils oublieront et puis ça passera. Mais le problème, c'est que tu perds du temps. Ne pas avoir d'orgueil, c'est aussi, tu sais, les coachs qui veulent absolument être plus forts que leurs élèves, tu sais, en sparring. Donc, ils font de la rétention de technique. Ça aussi. Quand tu es un coach, tu donnes tout. Tu donnes toutes tes techniques, tu donnes toutes les astuces, tu donnes le jeu pour te niquer, en fait. Tu vois, c'est ce que je leur dis à chaque fois. Je leur dis, je suis con parce que je vous donne tout ce qu'il faut pour me battre. Tu vois. Après, s'ils le font bien, et après, ça sera à moi de survivre à tout ça, tu vois. Donc, ce qui est bien pour moi aussi parce que ça continue à me faire progresser. Mais oui, il faut tout donner. Si tu fais de la rétention de technique en disant, bah, je veux être plus fort que mes élèves, je sais pas, sur 5 ans de pratique, je dis une connerie. Hein. Parce qu'après, au bout d'un moment, de toute façon, il y a une logique. Hein. Si ton élève il s'entraîne dur, qu'il est physique, qu'il a un style qui te fait chier, bon bah, on le voit avec toi. Hein. Toi, je t'ai fumé pendant des années. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais parce que tu as construit ton jeu autour du mien aussi. Donc forcément, bah, c'est de plus en plus compliqué. Et puis après, se renouveler constamment quand au bout de 15 ans de pratique, tu vois, c'est compliqué. Tu tentes des trucs, mais des fois ça passe, des fois ça passe pas. donc voilà. Mais il faut comprendre qu'un élève qui te bat en sparring, félicite-le, ne sois pas vénère. Tu vois. Au contraire, c'est très bien. Un mec qui te met une soumission une fois de temps en temps, bah, très bien. Parce que lui, ça lui fait aussi plaisir. Tu sais, ça le motive à continuer. Ça le motive à durer dans sa pratique. Et c'est là où tu vois aussi si tu as des élèves intelligents. Ouais, parce que aussi, des élèves qui soumettent le coach et qui commencent à crier dans toute la salle et tout. Oh les gars, calmez-vous. C'est votre coach, calmez-vous, un peu de respect. C'est pour ça qu'il y a la deuxième étape. C'est-à-dire ton élève, il te soumet parce que tu as été cool, parce que tu tournes, tu le laisses travailler. Et puis derrière, il faut que tu le fumes. De préférence, tu lui remets la même. Là, ça remet les choses au clair. Ah, ça, c'est un peu l'habituel. Et puis, tu sais, tu as des élèves, tu sais que par contre, oui, aussi, tu as des élèves, tu sais que tu peux pas les laisser. Tu as des élèves, tu sais que ça va bien se passer. Tu as des élèves, tu sais qu'il faut que tu les fumes parce que si tu les fumes pas, bah, derrière, effectivement, ça va chanter dans tous les sens ou ça va décrédibiliser le prof. Parce que tu en as des cons comme ça. Hein. C'est ça le problème. C'est con, mais tu as des clubs où si les élèves battent le prof, ils décrédibilisent le prof. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est une connerie. C'est une connerie parce que être fort en sparring, c'est pas être bon pédagogue. C'est pas être bon pédagogue. Et on en parlera à la fin de ça, sur le côté compétition. Ça sera le dernier point. Mais c'est pas être bon pédagogue. Être bon pédagogue, c'est de savoir faire en sorte que toi, tu deviennes fort. C'est pas faire en sorte de toi être fort. C'est que ton élève devienne fort. C'est justement que lui performe. Et ton élève, il doit comprendre ça. Il doit comprendre que, de toute façon, quand tu as un gamin de 17 ans qui est sur le tapis et que toi, tu en as 37, et je parle pour mon cas, mais forcément, on a 20 ans d'écart. Alors, 20 ans d'écart, oui, effectivement, j'ai plus de technique, j'ai plus d'expérience. C'est ce qui me permet de survivre et de gagner mes sparring. Mais derrière, tu as un gamin, il est jeune, dans la fleur de l'âge, il bouge dans tous les sens. Toi, ton corps, à chaque fois qu'il est à peine touché par ton élève de 17 ans, qui fait 90 kilos, ça craque, tu te dis, ah non, je vais peut-être le laisser passer parce que là, sinon, demain, je m'entraîne pas. Donc, forcément, tu vois, il y a tous ces paramètres à prendre en ligne de compte. Il faut comprendre que quand on est coach, on n'est pas coach que quand on est jeune. On est coach quand on est vieux aussi. Et quand on est vieux, eh ben, on peut plus être
comme on dit, on peut plus être et avoir été. Donc, il faut continuer en fait à pouvoir faire comprendre aux élèves que oui, je vieillis, que oui, ça va être plus facile pour toi parce que moi, je suis vieux. Mais par contre, ce que je te montre, c'est pour que tu sois meilleur que les gens de ton âge, pas que le vieux C'est clair, grand-père que je c'est suis. clair. Et même ce Donc, comportement-là des élèves, le seul truc qu'il va amener, c'est que le coach, il va plus tourner. Et il y a oui, beaucoup de salles où le coach ne tourne pas avec ses élèves, hein. ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Mais ça, c'est en fonction de. Mais justement, tu vois, c'est une connerie parce que c'est en fonction de comment aussi tu as mis la relation tout de suite avec tes nouveaux élèves. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est quelle relation? Et là-bas, ça, parce qu'on a déjà parlé de l'entonnoir, mais justement, le dernier point de ce grand 1, c'est avoir un bon relationnel. C'est quelque chose de primordial. Je le mets en dernier de cette partie-là. Elle est valable pour toutes les parties, la 1, la 2. Et c'est pour ça, en fait, c'est la transition parce que c'est valable pour tout. L'ambiance est primordiale dans un club. L'ambiance est primordiale dans un club. Si l'élève ne se sent pas bien dans le club, qu'il n'y a pas une bonne cohésion, ça c'est important. Ce côté un peu familial, tu sais, où tu sens qu'il y a des groupes dans le groupe, que il y a des gens qui s'aiment pas, que des gens dénigrent le prof. Ouais, pourquoi il m'a pas donné ma ceinture, je suis trop fort, nanani, nanana, enfin, ce genre de choses. En fait, les résultats seront pas aussi bons, tout simplement. Le MMA, le grappling jiu-jitsu brésilien sont des sports individuels qu'on fait en équipe. Donc, si on le fait en équipe, il faut que l'équipe se sente bien les uns avec les autres. L'idée, c'est de faire. Alors, il n'y a pas de gourou ou de quoi que ce soit, genre on est tous une grande famille, on est tous un nani, enfin, tu vois ce que je veux dire, autour de la figure du père, tu sais, qui est le coach. Non, non, c'est pas ça. C'est faire en sorte que les gens, quand ils viennent à l'entraînement, ils viennent avec le sourire, qu'ils savent qu'il n'y aura pas d'animosité, qu'ils savent que l'ambiance, elle Saine. sera saine, pas forcément que ça soit du n'importe quoi, il faut que ça soit carré, codifié à certains moments, mais plus légère à d'autres. Et c'est comme ça, en fait. Et que surtout, dans le relationnel, qu'il y ait une relation de confiance entre le coach et l'élève. C'est vraiment ça, cette relation de confiance. C'est-à-dire que l'élève, quand il vient, il sait que quand le coach lui dit quelque chose, c'est que c'est positif pour lui. Tu vois, qu'il n'y ait pas des élèves qui te remettent en question tout le temps. Oui, mais si je fais ça, oui, mais là, oui, mais ceci, oui, mais cela. Stop, stop. Soit tu as confiance, soit tu n'as pas confiance. Si tu n'as pas confiance, tu peux poser des questions, hein. Il y a pas de problème. Tu peux. Ouais, Mais c'est quand pas une c'est dictature, mais systématique, ouais. tu vois, si au contraire, les questions nourrissent le débat, tu vois, font évoluer la situation. Parce que des fois même, il y a des choses auxquelles tu n'as pas pensé dans la remise en question. Tu te dis, ah oui, pas con, c'est vrai, dans ce sens-là, effectivement, et donc tu réfléchis, tu recommences à réfléchir. Donc, Non, en fait, c'est dans la façon dont tu le dis, c'est plus dans le sens, on l'a déjà vu. Moi, je l'ai déjà vu en tout cas. Des mecs qui te posent une question, mais tu sens que c'est pas une vraie question, c'est juste pour te faire chier devant tout le monde, tu vois. Pour ouais, ils disent, lui là, là, je vais niquer sa technique. c'est ça, c'est ça. Le Et ça footeur se de sent, merde. ça se sent tout de suite de toute façon. Oui. Et dans ce cas-là, cette personne-là, il faut avoir une discussion saine avec lui. Il faut lui dire, écoute, si t'as pas confiance, c'est pas, c'est ça aussi, hein. C'est savoir aussi ne pas être là pour garder ses élèves pour garder ses élèves. C'est-à-dire que, tu sais, c'est la vieille phrase du vieux maître, tu sais, l'élève trouve son maître et le maître trouve son élève. Regarde la lune. Non, pas le doigt, regarde la lune, tu vois. C'est vraiment ça, c'est les films de kung-fu de l'époque, tu vois. On a peut-être été bercé comme ça. Mais c'est très vrai. L'élève trouve son maître, le maître trouve son élève. Si tu as un élève qui se sent pas bien dans le club parce qu'il estime que, ben, il faut pas chercher à le garder à tout prix. Très bien. Bah, écoute, je t'aiguille là ou là ou là, avec grand plaisir. Il n'y a pas d'animosité entre nous, mais ça passe pas, ça colle pas, tu vois. En général, ça se fait naturellement. Ça se fait sans qu'aucun mot soit dit. Mais si tu as un élève qui persiste et qui à chaque fois te remet en question, soit tu essaies de comprendre pourquoi il te remet en question, et des fois c'est rien, et donc tu peux continuer et on repart sur une base plus saine. Soit, écoute, ça colle pas, ça colle pas, ça colle pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faut pas chercher plus loin. Tu vas chercher ailleurs ce que tu veux avoir, tout Ouais, simplement. ouais, comme tu as dit. Faut pas retenir quelqu'un qui se sentirait pas forcément bien au club, parce qu'il pourrait contaminer les autres en plus. Et là, ça crée des groupes dans le groupe. Exactement, exactement. Et nous, on l'a vécu. On l'a vécu, les groupes dans le groupe, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Faut une cohésion d'équipe. Après, bien sûr que tu as des Il y a affinités. forcément, voilà, forcément des affinités, ne serait-ce que les anciens entre eux, tu vois, etc. Mais faut que tout le monde se parle, tout le monde se parle au club. Oui, oui, oui. Et ça, c'est le rôle du prof. Parce que c'est pas les élèves qui vont le faire.
C'est pas les élèves qui vont faire en sorte que les uns. Enfin, après, ça dépend des clubs. Nous, en fait, ce qui est bien dans le nôtre, c'est que comme les gens ont été bien accueillis quand ils sont arrivés, ils ont tendance à bien accueillir les nouveaux. Donc, à les prendre un peu sous leur aile. Tu vois, il y a vraiment cette entraide dans le club. Mais parce qu'elle est communiquée dès le départ, tu vois, dans l'enseignement, tu vois. Et c'est vraiment ça. Donc, et c'est pas les élèves souvent qui vont les uns vers les autres, mais c'est au coach d'impulser ça, de dire bah tiens, toi travailler avec un tel, par exemple. C'est de casser des binômes, tu vois. Des fois c'est tout con, mais de casser des binômes redondants, ça aide beaucoup dans les sparring, dans les techniques. Toi va avec un tel. Tiens, mais en prenant une excuse tout bête. Tiens, pour cette technique-là, c'est mieux que tu travailles avec lui. Tu vois, parce qu'en termes de gabarit, c'est mieux. Ouais, Mm. non, oui, mais non, parce que ça sera pas productif. Va avec l'autre, tu vois. Et ça permet de créer après du lien, et ainsi de suite. Et on y va. Et puis voilà, quoi. C'est vrai, c'est vraiment ça. Pardon. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter déjà sur cette première partie, grande partie 1? Non. Non. Donc on va passer à la deuxième partie qui est qu'est-ce qu'il faut être cette fois-ci pour être un grand coach. Mais vraiment, alors attention, on dit ça, il n'y a pas de recette miracle, hein, parce que en fait tout ce qu'on va dire là, la plupart des choses qu'on va dire ici là sur la deuxième partie, c'est des choses qui sont valables aussi pour la première partie. C'est juste qu'il fallait nourrir la deuxième partie. Après c'est des trucs où c'est plus important de, faut voir ça sous une notion de curseur, d'accord? C'est plus léger dans un sens que dans l'autre. C'est dans l'autre, c'est beaucoup plus poussé. Donc, et d'ailleurs, c'est avec le premier point que je vais mettre. Déjà, c'est le premier, le curseur, et qui va permettre en fait d'être dans le curseur pour tous les autres points. C'est la disponibilité, en fait, tout simplement. C'est ce que Euh, je. Bah oui, que ce soit 2-3 cours par semaine pour certains, pour les coachs lambda, ou tous les jours, plusieurs fois par jour pour les coachs d'élite. En fait, c'est ça la disponibilité. Donc déjà, c'est ça, mais quand tu pars, quand tu es un Les dé- coach, Ce que j'allais dire, les déplacements en compétition, etc. mais même avant ça, c'est-à-dire que tu ailles 2-3 cours par semaine ou que tu en ailles 15, il faut que tu sois présent sur ces 2-3 cours et disponible sur ces 2-3 cours ou sur les 15 cours. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu décides d'embrasser la carrière de coach, tu le fais, c'est un métier. C'est pas genre, oh, aujourd'hui j'ai la flemme, je viens pas. C'est pas, aujourd'hui je suis là, mais je suis pas là. Tu sais, dans ma tête. On me pose des questions, non, mais vas-y. Ou alors, tu sais, t'arrives, ouais, aujourd'hui on va faire open mat. Vas-y, tournez, tu vois ce que je veux dire. Quand Mm. tu décides d'être coach, t'es coach à 100%. T'es coach à 100% dans ta disponibilité que tu veux donner. Si t'es pas capable de la donner, bah, t'es pas coach. Ou alors tu remplaces, ou tu assistes, ou ceci, ou cela. Mais t'es pas coach. Le coach doit être présent à 100%, être mentalement présent, être disponible pour toutes les questions, mettre sa mauvaise humeur de côté, tu sais, ses moments de bad de côté, sa dépression de côté. Tous ces trucs-là, tu dois les mettre de côté. Il faut que ça soit lisse. Il faut que vraiment que du 1er septembre au 31 juin, 30 juin, 30 juin, 31 juin, je sais pas, j'ai pas compté sur mes phalanges, on s'en 30. fout. 30 juin, c'est bien ce que je me disais que ça passait pas. Que tu sois disponible, en fait, tout simplement. Que tu sois le même coach de la première à la dernière seconde. C'est vraiment ça. Pour tes élèves. Toi, dans ta tête, ça sera pas la même chose. Mais pour tes élèves, il faut que tu sois comme ça, tout simplement. Et après, oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Les compétitions. Oui, parce qu'il y a ça aussi qui rentre en compte. C'est être disponible, se montrer disponible pour accompagner ses élèves en compétition. Oui. Même quand c'est loin, même quand tu as la flemme, même quand il fait froid, même quand ceci, même quand cela. Il y a trop de coachs qui, sous couvert de ils se coachent entre eux, ça leur apprend, nanani, nanana, qui viennent pas aux compétitions. Ou qui viennent que pour certaines personnes, ou qui viennent que pour les confirmer, ou qui. Non, Pour certains gars-là, voilà, pour les trucs visibles, on va dire, les gros trucs. Mais toutes les compétitions sont importantes. En tout bien cas, pour sûr. un athlète, pour un élève, toutes les compétitions sont importantes. Exactement. Bah, tu vois ce qu'on a fait ce week-end. On est passé de 5 personnes à une. On devait aller à Rouen. Et ben, pour une personne, on s'est levé enfin, moi, je me suis levé à 5 heures du matin pour l'accompagner en voiture jusqu'à Rouen. Et voilà. Et cette personne-là, je l'ai accompagnée du début à la fin. On est rentré, il était 19h30. On a fait 6h, 19h30, point de départ, point d'arrivée. Et ben, voilà, pour une personne. Mais c'est comme ça. C'est quand tu es coach, tu dois être là pour chacun de tes élèves. Et c'est pas, oui, à partir de 3 je viens. À partir de tel niveau, je viens. Non, toi, je viens parce que toi, je t'aime bien. Tu vois. Non.
T'es coach jusqu'au bout. Chaque personne, tu vas l'accompagner, tu vas aller vraiment lui donner le meilleur de toi-même sur toute ta compétition. Tu vois, c'est vraiment ça. Alors après, bien sûr, qu'il y aura des moments où tu peux C'est pas. sûr. C'est comme ça, tu vois. Et dans ce cas-là, tu vas essayer de mettre en place effectivement des élèves, mais des élèves qui maîtrisent leur sujet, qui ont une capacité à coacher. Parce que c'est ça aussi, hein, savoir transmettre une information, la pédagogie, c'est aussi quand tu es sur la chaise du coach. Parce que là, on en parle, c'est vrai, je ne l'ai pas mis dans les points. Mais savoir coacher, c'est très important. On en parlait ce week-end. Coacher, c'est transmettre la bonne information au bon moment. C'est pas parler tout le temps. Et c'est surtout arrêter les Sors de là! passe la garde, donne tout, vas-y. À quoi Ah, ça sert? à la limite, tu vois, les donne tout, les trucs comme ça, sur certaines phases mentales, on va dire. Quand voilà, tu vois, il est cuit, il faut le booster, et encore, donne tout, c'est pas assez. Mais tu vois, les sorts de là, quand le mec est sur le dos, t'as l'adversaire en montée, il a la tête complètement tournée avec une épaule qui l'écrase, et tu lui dis, sors de là. Bah ok, j'essaye. C'est ça. Et tu vois ça là, C'est un aveu de faiblesse du coach, en fait. en tant qu'athlète, quand t'entends ça, pour l'avoir vécu déjà, ça te fout le seum. Pas avec moi, j'espère. Si, tu me l'as déjà dit, je pense. Mais il y a ça aussi. Oh, quel connard. Mais quel connard. Non, mais il y a ce point qu'on n'a pas dit, je ne sais pas si tu l'as noté, mais c'est l'expérience. L'expérience est très importante. Tu n'es pas le même coach là qu'il y a 20 ans. Ouais, je suis désolé, hein. Le premier Naga où je vous ai coaché, là, donc c'est il y a 10 ans, tu avais la meuf à la table qui m'a dit « Ouh, très bon coaching, j'ai rarement entendu un coaching comme ça. » C'était il y a 10 ans déjà. Le premier Naga, c'était il y a 10 ans. Mais c'est pas la première compète que j'ai fait, le Naga. Ouais, mais attends, c'était pareil, en termes de temporalité, ça fait pas 20 ans que tu es là, ça fait 11 ans ou 12 ans, tu vois. Donc. Ça fait 12 ans. Eh ben, il y a 12 ans, tu n'étais pas le même coach qu'il y a 10 ans. J'ai eu un gap. J'ai eu un gap de fou. Non, mais attends. D'accord, non. On va remettre les choses au clair. Effectivement, des fois, tu vas dire sors de là. Parce que tu estimes que ton élève, il a la technique pour sortir. Tu vois, tu vas arriver, tu vas dire sors de là. Maintenant, tu vas le dire une fois, deux fois, tu vois que ça passe pas, tu vas faire autre chose. Pousse la jambe. Essaie des points précis. Voilà. Avale la jambe, sors tes hanches, avale la jambe, tu vois, t'essayes de lui rappeler en fait la technique, lui donner des petits points qui lui rappellent la technique, il dit ah oui merde c'est vrai, tu vois. C'est ça, parce que la fatigue fait que tu peux perdre en lucidité, et des fois juste un petit mot comme ça là va te remettre dedans. Mais le sort de là, les trucs comme ça, c'est. Et on en entend trop, En fait, toutes les semaines, tu fais une compétition, toutes les semaines, tu as 80% des gens qui font ce coaching-là. Sors, vas-y, pousse-le, vas-y, agressif, oui, agressif, d'accord, mais normalement, déjà, ça dépend pour qui. Quand le mec il est agressif pour tout le monde, il y en a qui sont pas agressifs et qui le seront jamais. Tu vois, tu peux pas leur dire d'être agressif. Tu sais, t'as plein de termes comme ça qui sont redondants, qui reviennent. Les mecs qui hurlent, qui aboient sur leurs élèves. Tu sais, qui sont vénères. Ah putain, nique ta race, ouais. Tu entends ça, tu te dis oh là là. Mais moi, je me mets à la place de l'élève et je me dis mais attends, dans quelles conditions tu es? C'est-à-dire que tu es là, tu es plus stressé par ce que tu vas prendre dans la gueule par ton coach en sortant du tapis que ce que tu vis sur le tapis. Ce qui fait que ton esprit n'est plus du tout au combat. Non, bah ça se voit déjà dans leurs yeux, la plupart. Exactement. Et c'est pour ça que parlez calmement. Mettez de l'énergie dans ce que vous dites. Mettez de l'urgence peut-être. Mais ne gueulez pas. Si vous avez quelque chose à dire à votre élève, ça se passe en dehors du tapis. Moi, combien de fois j'ai dit, ouais, t'as fait de la merde. La défaite, c'est pas lui qui a gagné, c'est toi qui as perdu. C'est arrivé. Parce que des fois, c'est toi qui perds. Enfin, c'est l'autre qui gagne plutôt. Et il y a des fois, c'est toi qui perds. Tu vois. Donc, il faut savoir le dire, tu sais, à l'élève. Dire là, t'as fait de la merde. T'étais là, t'avais le combat entre les mains. Et puis après, je sais pas ce qui t'est arrivé. T'as commencé à danser la samba, tu sais, manquer de lucidité. Et derrière, t'as perdu. C'est des choses qui arrivent. Il faut savoir le dire, et il faut savoir le dire pendant le combat et après le combat aussi. De la bonne manière, faire passer le bon message pour que ça n'arrive plus. Mais gueuler sur ton élève, ah, je vais te virer du club, sale bâtard. Tu vois, j'ai entendu des trucs comme ça. Eh, toi, je vais te virer du club si tu passes pas cette garde, enculé. Toi, t'as fait tellement de compètes, t'as dû tout entendre, toi. J'ai tout entendu. C'est vrai, j'ai tout entendu. Des compètes des compètes les plus structurées aux compètes où les mecs montaient sur le tapis, tu vois, où t'as le frère du type qui monte sur le tapis avec ses potes pour dire, eh, nique-lui sa mère. Dixit, championnat de France de Pancras à l'époque, tu sais, où les mecs ils étaient montés sur le tapis. Mais oui, on a tout vécu. Donc on a tout vu. Mais effectivement, je sais pas, il y a un moment, il faut savoir
faut savoir transmettre l'information. Le rôle du coach aussi, c'est de savoir dire aux autres, à son équipe, à lui, il n'y a que moi qui transmets une information. Encourager, oui, mais il n'y a que moi qui transmets une information. Parce que quand tu as 15 personnes qui transmettent des infos en même temps, derrière, le mec, il est perdu, si on reste sur le côté compétition. C'est aussi savoir driver en amont son équipe en disant, voilà, je suis le seul qui parle. En tout cas, en ce qui concerne la technique, je suis le seul qui parle. Crier, me donner de l'énergie, ok, il n'y a pas de souci. Mais attention à ce que ça ne vienne pas parasiter le coaching. Tu vois, tu prends Danaher, parce que sur cette partie-là, je vais beaucoup prendre en exemple Danaher, mais parce que justement, ça va me rappeler la première idée du podcast. Danaher, quand il coach, il n'y a pas 10 000 personnes qui gueulent autour de lui. Hein. Il vient, Mr. Ryan, ouais, parce que c'est mon anglais, tu vois. Et il est là. Ok, Monsieur Ryan, tu vas passer ton pied là. Ok. Monsieur Ryan, là, la main ici. Ok. Monsieur Ryan, là, oh, on sort la manche. Tu vois, c'est con. Hein. Pourtant, Gordon Ryan, c'est l'élite du grappling, c'est le GOAT du grappling mondial, tu vois. Mais le mec, il est là et il écoute. Mais parce que, en fait, l'information, la bonne information, elle est transmise là, à ce moment-là. Pam, tac, ici ce point. Attention à la main de ton adversaire. Tu sais, souvent c'est ça. C'est avoir, tu sais, la VAR, tu sais, la caméra extérieure. C'est complètement ça. Le temps, les points les choses que tu ne vois pas forcément. Attention, ce bras entre toi et lui, c'est un danger. Enlève-le. Tu vois, cet élément-là, ça parle. Ton élève, s'il est assis, s'il est à l'écoute, il va enlever ce bras, ce qui va le mettre dans une situation plus confortable. C'est ça. Et attention, c'est très simple ce qu'il dit. Mais oui, attention, il va faire sauter ta position montée, redescend. Tu vois. Attention, enlève le bras là qui pousse ta jambe. Tu vois, c'est tout con, mais c'est juste faire des warnings, des petits warnings. Et de temps en temps, on accélère. De temps en temps, c'est le moment de soumettre. De temps en temps, tu n'as plus le choix, tu vois, et mettre un peu de l'énergie. Quand il reste 30 secondes que tu es mené 20-0, tu vas dire comme tout le monde, ah, il faut soumettre maintenant, il faut soumettre. Mais de toute façon, c'est parce que c'est histoire de lui donner un dernier coup de boost. Ouais, mais ouais. bon, il y a des moments dans le combat. Et puis, quand il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Exactement. Il ne faut pas parler pour rien non plus, tu vois. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Donc c'est pour ça, c'est ce que je disais, quand tu peux pas être disponible sur une compétition pour X ou Y raison, c'est essayer de faire en sorte que certains élèves qui ont cette lecture du jeu, tu vois, puissent, et tu le sens tout de suite, hein, tu sais tout de suite quand il y en a qui l'ont, tu vois. C'est pour ça que moi, je laisse beaucoup les élèves se coacher entre eux au club, tu vois, pour comprendre qui a plus l'instinct du coach. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Donc ensuite, être disponible, oui, mais en fait, pour plus longtemps, en fait, on est disponible. Et c'est pour ça que pour être un bon coach, c'est des coachs qui ont une disponibilité aussi qui est beaucoup plus grande. C'est des coachs qui vont avoir, être disponibles plutôt pour aller au-delà de la simple technique, tu vois, qui vont aller travailler sur de la stratégie, sur du concept, tu vois, vraiment, qui vont pouvoir même faire des cours spécifiques sur la stratégie à adopter dans un combat. C'est des trucs tout bêtes, hein, mais ça fait la différence. Tu sais, entre avoir une technique comme ça déballée et une technique où tu comprends pourquoi, à ce moment-là du combat, tu vois, il est important de la faire. Un exemple tout bête qu'on a fait la semaine dernière, parce que de temps en temps, j'essaie quand même avec 3 cours par semaine, d'essayer de faire comprendre en fait ces logiques-là aux élèves. Tu viens, tu es en garde papillon et tu décides, tu sais, de tirer la tête pour te relever, te remettre à genoux. Tu vois, donc ton adversaire, il se retrouve les mains au sol. Toi, tu es en position de front-head lock, entre guillemets. Tu as 2 solutions qui s'offrent à toi. Soit tu vas chercher le chemin du dos. Donc, tu vas contrôler le dos sur la turtle et puis après, tu vas travailler, prendre le dos, patati, ce qui va peut-être te conduire à une soumission. Soit tu prends la guillotine ou la darce ou la ninja choke ou ce que tu veux, tu vois, un étranglement classique. À quel moment, en fait, tu choisis ça? Pourquoi tu choisis l'un plutôt que l'autre? Déjà, est-ce que tu es très bon et tu sais que ta guillotine, à chaque fois que tu la prends, tu la mets à 100%? Dans ce cas-là, tu peux te permettre à n'importe quel moment de le faire. Est-ce que c'est pas le cas? Est-ce que tu mènes au score? Est-ce que tu as encore du temps? Et dans ce cas-là, vaut mieux peut-être aller chercher le dos et sécuriser une position plutôt que de rattaquer une guillotine et te retrouver peut-être avec quelqu'un qui va sortir de ta guillotine, qui va te passer la garde et derrière, il va falloir que tu rattrapes le temps perdu. Donc, et où est-ce qu'il reste 30 secondes? Tu es mené au point? Et dans ce cas-là, tu vas pas aller chercher le dos. Tu vas prendre la soumission. Tu vois, tous ces petits concepts, toutes ces petites stratégies,
qu'il faut que la personne comprenne, tu sais, surtout pour les compétiteurs à l'approche des combats, pour faire les bons choix en fait le jour J. Mais tu vois, ça fait partie de l'expérience aussi du coach. Parce que ça, Oui, tu ne l'acquiers pas comme ça. Tu ne l'acquiers pas comme ça, d'autant plus qu'on sait que d'une compète à l'autre, le règlement peut être différent. Donc ça oui, aussi, il faut que le coach soit très ouvert sur ça et soit capable d'adapter ses stratégies à chaque règlement. oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est ce que j'ai mis en fait. L'idée, c'est toi, tu as passé 15 ans sur un tapis ou 30 ans, ou je sais pas combien de temps, tu vois. Et effectivement, tu as emmagasiné de l'expérience au fur et à mesure du temps. Tu as fait des erreurs, tu les as corrigées et tout ton travail à toi, c'est que ce que tu as mis 15 ans à comprendre, qu'ils le comprennent en 2 saisons, tu vois. En 1 saison, 2 saisons, 3 saisons. C'est que tu minimises le temps de compréhension. En fait, que tu leur apportes tous les plâtres que tu as essuyés pour que eux, ils aient déjà l'appartement fini, tu vois. Mm. Donc, c'est vraiment ça. C'est leur faire un accélérateur de carrière, quoi. Et c'est vrai que ça, par contre, c'est vrai. Il faut de l'expérience. Il faut que tu l'aies vécu avant pour pouvoir le transmettre correctement. Il faut que tu l'aies vécu soit en tant que compétiteur, soit en tant que coach, justement, où tu as coaché pas mal de gens en compétition, pour Mhm. voir justement les erreurs. Oui, tout à fait. Les erreurs, comment gérer le score. Parce que c'est difficile de mener au score et d'attendre. Tu vois, quand tu mènes juste d'un point ou 2 points, je crois que c'est encore plus compliqué psychologiquement que quand tu es mené. Parce que tu es en Mhm. panique, tu sais plus quoi faire. Est-ce que je dois continuer d'attaquer? Est-ce que je dois m'arrêter? Est-ce que je dois gérer? Et tout ça, c'est au coach de mettre ça en place, de t'aiguiller sur ça. Mais en fait, il faut, par exemple, bah, tiens, ce que tu dis là sur le score, c'est très vrai. Tu vois, par exemple, mener au score, tu vois, marquer les premiers points sur un combat qui est fermé, c'est important. Parce que ça va t'ouvrir du jeu. Ça va t'ouvrir du jeu, mais à la fois, parce que l'autre va être dans l'urgence, il va devoir rattraper. Mais à la fois, il faut savoir le gérer, ce truc-là. C'est-à-dire que tu sais que quand tu vas mener au score, il faut que tu sois en capacité physique et mentale de supporter la foudre, tu vois. Le mec qui va te rentrer dedans, qui va t'harceler. Surtout si tu Maintenant, marques les points tôt. C'est-à-dire que tu sais que voilà, si tu marques dans les premières secondes, tu sais que les 4 minutes 50 restantes, le mec, il va te rentrer dedans. c'est ça. Et derrière, il va te rentrer dedans, mais il va te rentrer dedans, et plus le temps va durer, plus il va faire des erreurs. Et c'est savoir capitaliser sur ces erreurs. Et en fait, c'est tout ce concept-là, tu vois, qu'il faut arriver à transmettre à ton élève pour qu'il ait conscience, en fait, des temporalités, des changements de rythme, et savoir lui communiquer pendant le combat aussi. Lui dire, attention, t'as marqué, attention, il va te rentrer dedans. Tu vois. Et c'est tout con, mais même pour l'autre, l'adversaire, Ouais, qui t'entend, et c'est ça aussi dans le coaching, c'est savoir aussi rentrer dans la tête de l'adversaire de ton élève. exactement. Tu vois. Exactement. Parce que quand tu viens défaire ce qu'il est en train de construire, tu vois qu'il est en train de placer une main, tu dis attention, cette main, il va te faire réagir, il va t'attaquer la jambe, tu vois, parce que tu l'as vu, tu vois. Et ben, le mec, il est là, putain, il lui a dit. Et s'il n'est pas assez confiant dans sa technique, il va la laisser tomber. S'il est confiant, il va la mettre, quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça que c'est plus vrai, ce que je vous dis là, c'est plus vrai chez les débutants que chez les confirmés. Mais tu sais, plus tu rentres dans la tête de ton adversaire, et plus tu as de chances de gagner. Et ça, j'ai pas arrêté de le faire ce week-end, tu vois. C'est clair, ça fait partie aussi du rôle du coach. Ouais. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc, l'idée, c'est de les rendre opérationnels très vite, en fait. Encore une fois, hein, comme sur ce qu'on disait au début sur le fait de faire de la continuité technique, le fait d'expliquer tous ces concepts-là, toute cette stratégie, tous ces petits points qui ne sont pas les points auxquels on pense quand tu expliques une technique. En fait, si tu ne penses pas à les expliquer, et surtout, surtout, si vous avez des compétiteurs, quand vous montrez une technique, quand vous montrez un passage, quand vous montrez, ayez toujours une petite parole pour le règlement, pour le nombre de points, pour enfin, pour tous ces trucs-là. Comme ça, vous mettez aussi dans la tête de vos élèves le règlement au fur et à mesure du temps. Tu vois, dire Ouais, je suis attention, d'accord. parce que tu vois, Même si au moment où vous montrez la technique, ils ne sont pas compétiteurs. Moi, je oui, le dis quand même. oui, oui. Bah, de toute façon, tu le dis pour tout le monde, donc ils Ouais, l'entendent mais aussi, tu vois. si là, moi j'ai un club de loisirs, il n'y a pas de compétiteurs. Ouais, Quand je leur montre une technique, je leur précise ça en compétition, oui, ça non. Tu vois. ouais, Je ouais, suis ouais. vaste sur ce que je leur montre, mais je leur précise quand c'est autorisé ou non en compétition. Ah oui, oui, autorisé ou non, oui, bah, oui, ça aussi, tu sais. Non, non, tu peux pas faire sauter la jambe. Ah, t'as pas le Non, droit, mais t'as par pas le droit. exemple, tu vois, sur Non, mais la clé de je rigole. cheville, tu sais, la clé de cheville en Ashigarami où tu n'as pas le droit de dépasser la ligne de hanche, tu vois, à Oui, l'entraînement, je peux la montrer en mettant le knee wrapping, par exemple. ouais. Mais attention, en Mais compétition, vous attention, n'avez en pas le droit. compétition, vous n'avez pas le droit de dépasser. Voilà, des trucs comme ça. Exactement. Non, non, mais je comprends, je comprends. C'est aussi transmettre ce qui ne se voit pas.
tu sais, au-delà de ça. Tu vois, en plus du concept et de la stratégie, c'est sortir de la technique scolaire. Tu vois, c'est-à-dire que c'est ce qu'on ça va aussi sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais ça aussi, ça va avec l'expérience. C'est aller un petit peu au-delà, ce qu'on appelle le jujitsu invisible, par exemple. Mais quand je dis jujitsu, parce qu'on parle beaucoup de jujitsu tout à l'heure, parce que c'est vrai que je suis dans mes mécanismes de jujitsu parce qu'on enseigne le Et ça, jujitsu, ouais, mais ça va c'est pour tous les sports. transposable. Voilà, c'est transposable pour tout. Tu vois, quand tu prends Rose Namajunas qui fait son KO à Weili Zhang, tu vois, ça c'est un truc qui ne se voit pas. Tu vois, c'est un truc où si t'as pas l'œil, tu sais pas qu'elle a fait réagir en bas pour monter. Tu vois, qu'elle l'a mis dans ce mood de fait de réagir en baissant la main, en baissant la tête pour pouvoir mettre le high kick. Donc c'est toutes ces choses-là. C'est sortir de la technique scolaire et de mettre en place, tu vois, les petits contrôles qui font mal, qui gênent. En gros, c'est que ça soit le MMA, mais que ça soit le jiu-jitsu brésilien ou n'importe quoi, créer l'inconfort à ton adversaire. Et toi, te créer des zones de confort. Ça, c'est vraiment une phrase que je répète et que je martèle. Le jiu-jitsu, par exemple, c'est créer l'inconfort chez l'adversaire. Donc, c'est tout mettre en place, mettre toutes ces choses en place pour que ton adversaire soit toujours dans sa tête, qu'il n'y ait pas que sa solution de sortie, qu'il y ait aussi cette gêne, tu veux, Cette qui douleur. perturbe. Et ouais, C'est cette ça, qui douleur. perturbe. C'est ça. En fait, il faut que tu lui mettes un virus dans la tête. Vraiment, tu sais, ça perturbe ses choix. Parce qu'en fait, il va choisir de se séparer de cette douleur ou de cette gêne avant de prendre une sortie, comment dire, logique, tu vois. Il va chercher, et donc ça peut peut-être créer l'opportunité pour toi de lui faire une erreur parce qu'il va pas être logique dans sa prise de décision. Ça encore, hein, plus tu es dans le haut niveau et moins c'est vrai, hein, on est d'accord. Mais tu vois, quelqu'un qui est le plus bel exemple pour ça, c'est Gordon Ryan. Gordon Ryan, quand il combat, tout son travail, c'est de mettre en son adversaire dans des situations où tu sens qu'il est dans la souffrance. En fait, tu sens la souffrance de l'adversaire, l'impuissance. C'est vraiment ça. Où le mec, il se dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Donc, il se débat et tu vois des mecs qui sont très, très chauds techniquement, qui sont relayés au rang de débutants, vraiment parce qu'ils ont plus de solution, parce qu'en fait, ils sont tellement dans la gêne qu'ils en C'est ça. oublient leur technique. Tu sais, de faire C'est ça. le vide dans la tête et de ressortir la technique pure, quoi. Et tu sens que quand ils tapent, les mecs, c'est une libération, quoi. En fait, ils en pouvaient plus, ils étaient rincés. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc, il faut savoir transmettre toutes ces choses-là. Tu vois, et c'est encore une fois hein, le travail de Danaher, encore une fois, parce que là, on prend cet exemple-là, parce que on va dire que c'est pas le seul vrai bon coach hein, de jiu-jitsu brésilien ou de MMA ou de quoi que ce soit, mais force est de constater qu'il a cette capacité-là, en fait, à mettre en place tous ces petits leviers, tous ces petits concepts, en fait, qui sont très gênants, en fait, pour l'adversaire. Donc ça, c'est un fait. Tu vois, des petits détails. En fait, il s'attarde sur des détails sur lesquels les autres ne s'attardent pas. Quand il fait de l'analyse d'un combat, il va pas te faire une analyse en 1 heure. Il va te faire une analyse en 8 heures, où chaque poil de cul sera déterminé. Et c'est tout ça qui fait que derrière, après, quand Mais il... quand tu vois, même en MMA, hein, ça fait partie de la qualité d'un grand coach, la qualité d'analyse. Tu Mhm. vois les Trevor Whitman, les mecs comme ça, ces Rudo, c'est des mecs qui analysent tout, tout, tout. Et ça, Ouais, c'est pas donné à tout le monde. C'est très compliqué d'analyser. ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'ils vont voir l'invisible. Ben, encore une fois, c'est transmettre ce qui ne se voit pas, mais c'est pour le transmettre, il faut le voir. Tu Ouais. vois. Donc effectivement, c'est l'analyse, c'est voir ce qui ne se voit pas. Donc savoir lire un langage corporel, tu sais, le non-verbal, savoir quand un adversaire a une blessure, tu vois, ou une douleur, ou comment une fatigue, ou un truc comme ça, tu sais, qui fait que Ou est-ce derrière, qu'ils toi, tu l'as doutent? repéré. Exactement. Tu l'as repéré et derrière, tu arrives à aiguiller ton athlète pour, euh, pour aller chercher en fait cette faille, tu vois. Donc, euh, donc ça, c'est important. C'est même très important. C'est primordial même pour le très haut niveau. Ouais, ouais, ouais. Être en veille constante. Être en veille constante. Donc, à la manière, encore une fois, de Danaher. Pourquoi j'ai pris cet exemple-là? Parce que là, on est typiquement dans la genèse de mon projet sujet Danaher coaching. Tu vois, cette veille constante, c'est ce qui caractérise Danaher. Dans le sens où, quand il analyse l'instant T de sa discipline, il va analyser ce qui est à la mode, mais il va surtout analyser les failles de ce qui est à la mode. Tu vois, là où ça pêche, les problèmes qu'il y a à l'instant T. C'est comme ça qu'il a mis en place, à mon sens, hein, il ne me l'a pas dit hein, très clairement, mais c'est ce que j'analyse,
C'est comme ça qu'il a mis en place le jeu de clé de talon à la base. Clé de talon qui a été mise à l'écart pendant des années parce que diabolisée, parce que dangereuse, parce que ceci, parce que cela. Au début, quand tu regardes bien, ces élèves, ils ne faisaient pas d'IBJJF. Ils allaient faire de l'EBI, tu vois, ils allaient faire des trucs comme ça, où la clé de talon était autorisée, mais où ceux qui participaient, entre guillemets, c'était des gens qui étaient habitués à combattre en IBJJF et tout ça avec ces clés de talon qui n'étaient pas autorisées. Ce qui fait que derrière, ce côté poreux de défense, mis en comment dire, mis en lumière, mais c'est surtout qui a été maximisé par le fait que Danaher a créé un concept de continuité dans l'action de la clé de talon et tout ça. C'était pas que la clé de talon pure et dure qu'ils auraient pu défendre. C'est qu'il y a eu vraiment une recherche pour qu'il y ait un trajet, un cheminement et tout ça pour passer d'une clé à l'autre, d'un contrôle à l'autre. Il a maximisé le travail pour régner pendant un temps sur tout le monde grâce à ces clés de talon. Eddie Cumming, Gary Tonon, Gordon Ryan, Nicky Ryan, tu vois, toutes ces personnes-là, comme ça, la Danaher Death Squad, Olivier Taza, tu vois, toutes ces personnes-là ont régné pendant un certain temps, justement, grâce à ça, grâce à ces clés de talon. Et derrière, quand il y a eu les défenses qui sont arrivées très vite après par la suite, l'adaptation qui est arrivée, il a il changé. est passé à autre chose. Exactement. Il est passé d'abord sur le dos, en maximisant le dos. Ensuite, il est passé sur la position montée, en maximisant la position montée, et en analysant à chaque fois qu'est-ce qui faisait défaut. Tu vois, le dos, c'était, OK, le problème, c'est, et c'est un problème qu'on a tous vu, et on le voit toutes les semaines en MMA, par exemple, le dos, OK, certes, mais étranglé, compliqué. Donc, quel cheminement je peux faire pour enlever toutes les défenses de mon adversaire? Ça a été son passe-passe de bras, paf, 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 jusqu'à ce qu'ils viennent isoler le bras entre les jambes, tac. Et là, ils ont commencé à soumettre tout le monde en étranglement dans le dos. Grâce à ça, tu vois. Des petits détails, la rotation du bras quand tu viens mettre l'étranglement, tu sais, qui reprenait en fait le système d'étranglement kimono. Tu sais, il a transposé le fait que quand tu prends la veste du kimono, ton geste, il est de faire un mouvement où ton coude vient se ramener, tu sais, en rotation. Et ben, il a fait la même chose. Il l'a testé avec l'étranglement dans le dos. Il s'est rendu compte que ça marchait. Ça marchait même quand tu avais le menton rentré. Quand tu venais mettre ton coude ici, là, et que tu venais mettre une rotation, c'était pas une clé de nuque, mais bien un étranglement. Tous ces concepts-là, tu sais, il les décortique, il les analyse, il regarde quelles sont les forces des gens pour les déconstruire, en fait, tout simplement. Et ça, c'est Arnaud Templier, on en avait déjà parlé. Tu sais, qui disait, moi, j'observe pas j'observe pas les défauts de l'adversaire, mais les forces de l'adversaire. Parce que quand tu viens tuer la force de l'adversaire, derrière, tu le fais douter. Et derrière, tu gagnes. C'est ça. Et donc, tout ça, c'est le travail de Danaher. Là, on le voit avec le dernier en date, c'est la lutte. Tu vois, il ne fait pas de la lutte classique. Il va faire de la lutte type judo. Beaucoup de crochetage, beaucoup de balayage, beaucoup de, tu vois, de fauchage. Enfin, tu vois, des contrôles en two-on-one, tu vois, des trucs tout bêtes qui sont, et ça j'adore, qui ne sont pas énergivores, qui sont efficaces. Et que les lutteurs ne gèrent pas plus que ça parce qu'ils n'ont pas l'habitude, en fait. Ils ont l'habitude qu'on leur rentre un double leg, un single leg, tu sais, un arraché à partir du dos, enfin, tu vois, ce genre de choses. Et là, tu arrives d'un coup, et là, tu les vois, ils commencent tous à balayer, à faire des fauchages, à venir faire des petites actions-réactions, des petits trucs comme ça. Et tu te dis, mais oui, des Ushimata, des Araigoshi, des trucs. Et tu te dis, mais en fait, ouais, c'est tellement bien pensé. C'est bien pensé. Et tu sens qu'il est jamais à court d'idées. Tu vois, il y a toujours une évolution qui se passe. Tu vois, qu'il les maintient en haut de l'affiche. C'est ça, c'est l'évolution. C'est ça le truc à dire. C'est la capacité d'évolution. Ouais. Être sans cesse en recherche d'évolution. C'est ça. Bah, tu voyais. En fait, il a une longueur d'avance à chaque fois. Il est leader sur le marché. Un qui était très fort comme ça aussi, mais c'était en plus en kimono, mais lui c'était plus pour la version attaque que la version défense, mais en même temps il supprimait la défense par son attaque. C'était Keenan Cornelius. Keenan Cornelius, c'était un des précurseurs de tout un tas de techniques, Worm Guard, tu sais, Mantis Guard. Il te faisait tout un tas de trucs comme ça qui faisaient en sorte qu'il annihilait en fait les défenses potentielles de l'adversaire. Enfin, il fallait un temps, mais un long temps. De toute façon, comme tu dis, à partir du moment où tu inventes un truc, ou en tout cas tu le maximises, tout le temps que les gens vont
vont apprendre le contre, en fait, bah, tout ce temps, tu vas régner. Et on l'a vu C'est même en ça. France, tu vois, avec Olivier Michelesco, quand il a mis la menotte. Oui, 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 bien sûr. Le temps que les gens trouvent à contrer ça, bah, il avait déjà gagné, je crois, deux Europes, non? Ouais, mais encore, est-ce que vraiment quelqu'un a trouvé comment contrer ça pour l'instant? Je Parce sais que pas, mais en tout cas, c'est une ouais. galère, la menotte. Mais en tout cas, quand il a mis ça en place, les gens ils étaient sans solution. Mais oui. Et ça marche, hein, parce que pour l'avoir utilisé un petit peu, c'est vraiment une technique où tu sens que même si le mec il est beaucoup plus fort que toi, en fait, tu vois qu'il est perdu, il est désespéré. Tu sais, il est là, il a la main prise. En plus, ça fait mal, ça te coupe le sang. Tu vois, on parlait de l'inconfort. La menotte, il n'y a rien de plus inconfortable que la menotte, hein. On te coupe le sang au niveau du poignet. Donc, tu as la main qui bleuit, tu vois. Enfin, tu sais, t'es là, tu t'en peux plus, tu peux plus utiliser ta main. Alors, toi, tu te prives d'une main, mais lui aussi. Sauf que c'est toi qui fais le choix, en fait, là. Donc, c'est toi qui es dominant sur la situation, sur tes passages de garde, sur tes soumissions, sur tous ces trucs-là. Tu sais quand il faut, c'est toi qui la lâches ou quand c'est lui qui la. Et même quand tu la lâches, des fois, tu lâches, je te jure, elle part pas tout de suite tellement ça a serré. C'est de la manière dont le nœud se fait, quoi. Donc, euh, donc oui, oui, oui. Et en fait, c'est ça. Et c'est encore une fois, alors c'est de la veille, mais par extension aussi, c'est de la création, quoi. C'est essayer d'être créatif dans ton Ouais, jeu, c'est ça. tu Et vois. ça, c'est pas donné à tout le monde, ça. Non, non, non. Mais par contre, quand tu as la chance d'être un coach qui l'est, bah, tu peux transmettre après cette création aux autres, tu vois, qui vont te copier. Ouais. Et c'est là après où il faut être suffisamment pédagogue pour pouvoir transmettre ta création. Bref, c'est le serpent qui se mord la queue, mais c'est très vrai. Donc effectivement, tu passes un cap quand tu es là, quand on est là. Ensuite, on revient sur un petit truc bah, qu'on a vu, on en a parlé un petit peu, hein, mais être lucide, être franc et être dur s'il le faut, mais toujours être juste. Et essayer de rester juste le, 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 le plus longtemps possible. En gros, ne pas être un yes man. Être un bon coach, c'est pas être un yes man. Il faut savoir écouter ton athlète. Et là, je vais plus dire élève, je vais dire athlète. Tu vois. Il faut savoir écouter ton athlète parce que effectivement, ça reste une personne qui a des ressentis et tout ça, donc il faut l'écouter. Mais il faut savoir dire, OK, dans ce cas-là, tu as raison. Donc la lucidité, la franchise. Et la franchise, c'est aussi le fait de savoir être dur, c'est dire là, non, tu vas droit dans le mur. Là, tu es dans une croyance qui va te mettre droit dans le mur. Et je te dis que pour toi, pour ton style, alors certes, ça te paraît peut-être pas clair tout de suite, tu sais, parce qu'il faut voir aussi sur le long terme. Ça te paraît peut-être pas clair tout de suite parce que c'est peut-être pas ce que tu aurais fait en première intention, mais c'est ce qu'il faut pour toi. Fais-moi confiance et tu verras que le jour où ça sort, le jour où tu as capté le truc, et ça sera pas dans longtemps, et ben là, tu vas passer un cap. Tu vas vraiment passer un cap et tu vas devenir. Parce que tu as ces effets plateau dans la progression. Tu sais, donc là, tu vas être dans le plateau, mais le jour où tu vas l'assimiler, là, tu vas être dans l'accroissement de ton niveau. Ouais, ouais, et c'est lié à la confiance, à la relation, en fait. C'est lié au relationnel, hein. Parce que pour qu'il t'écoute sur ça, l'athlète, il faut qu'il te fasse confiance. C'est ça. Et c'est pas toujours le cas, malheureusement. Et encore plus quand c'est le haut niveau. C'est con, hein, mais c'est beaucoup plus dur de coacher à haut niveau que de coacher un élève lambda. Parce qu'un sportif de haut niveau, il est justement de haut niveau. Tu sais, donc Ouais. il a son Bah, niveau, il a ses résultats, tu sais. Donc, il déjà, s'appuie sur ce qu'il a vécu, en fait. Tu vois. ouais, et puis bah, très souvent, un athlète de haut niveau, dans le très haut niveau, il est meilleur que son coach. Donc déjà, ça rentre en compte dans sa tête, tu vois. C'est ce qu'on disait au début. Donc déjà, lui, ça rentre en compte. Ensuite, il a une certaine expérience. Il est sur des victoires, peu importe. En tout cas, il est à très haut niveau. Donc ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, il y a deux options. Soit c'est un athlète que tu as toujours connu. Et dans ce Mhm. cas-là, la relation de confiance, elle est faite dès le début. Ouais, mais elle Il peut a se confiance. délier avec le temps. Elle peut se délier avec le Justement, temps. plus avec le melon de l'athlète, tu vois. Avec le melon de la tête, ouais, et avec ses résultats aussi. Conor McGregor, par exemple. Conor McGregor qui avait une confiance aveugle en Cavana et on a vu la relation de Cavana et de McGregor en fait s'étioler au fur et à mesure du temps. C'est pas la relation, mais c'est le rôle de Cavana en fait, où tu sentais, comme on en parle souvent, qu'il est spectateur plutôt qu'acteur du camp de McGregor. C'est vrai. C'est vrai. Là où tu sens la différence avec à la Jackson Wink, John où ils Jones. ont Jones, et Jones est resté. Enfin, tu sens qu'il est ultra humble par rapport à ses coachs, quoi. Ouais, oui, mais parce qu'il sait que Mais des coachs il qui sont de telle reconnaît culture, l'importance.
L'importance, en fait. Des coachs qui sont peut-être plus durs que Cavana aussi, qui n'ont pas hésité à le Oui, virer la dernière fois. bien sûr. Voilà, où un Cavana, jamais on a entendu je vais virer McGregor. Pourtant, il Bah, aurait pu, hein. Il s'est passé des scandales et tout, hein, quand il a bien frappé le sûr. vieux dans le bar et tout, là. Il aurait pu dire je veux pas de cette image à côté de moi, je le vire. Mm, Là, tu sens que McGregor, il fait ce qu'il veut, c'est sa salle, en fait. Quand il veut c'est ça. revenir, il revient. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc ça joue beaucoup, hein. Et c'est pour ça être dur, mais juste. Savoir reconnaître quand il faut être dur et pas être dur pour rien. Enfin, tu vois, ça aussi, c'est important, hein. Pas être dur pour rien. Et ça, je le dis volontairement. C'est t'as des coachs qui pensent qu'il faut toujours être dur avec l'élève. En fait, qu'il faut toujours avoir cet ascendant psychologique sur lui. Parce Non, s'il n'y a pas besoin, ils ont l'image de Mickey qui gueule sur Rocky. c'est ça. Mais c'est vrai, hein, l'image Mais du oui. vieux coach. Ouais. Du vieux coach voilà, qui râle tout le temps et tout, mais non, c'est plus comme ça. Mais Ça peut ça aurait fonctionner. jamais dû Non, être mais comme ça. alors, il y a ça aussi, ça fait partie de s'adapter aux athlètes. Il faut savoir comment gérer son athlète. Et il y a des athlètes, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de se faire gueuler dessus. C'est comme ça. Ils fonctionnent comme ça. Il y en a d'autres, au contraire, si vous faites ça, vous allez les briser. C'est Hmm. fini. Vous obtiendrez rien du tout d'eux. Il y en a d'autres, il va falloir être doux, tu vois, plus doux en tout cas qu'avec d'autres, etc. Donc ça aussi, faut s'adapter. Ça fait partie de l'adaptabilité. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais tu vois, gueuler sur ton athlète, ça va être un instant T, tu vois, où il en aura besoin. Ça va être avant le combat, ça va être pendant le combat, tu vois. Mais c'est pas tout le temps. Pas tout le temps. Tu vois, faut savoir quand le faire. Justement, l'intelligence, c'est de se dire, cet élève-là, il a besoin que je gueule dessus, mais ah, va à la douche, bâtard! Tu vois, il y a des moments, faut être plus cool quand même, tu vois ce que je veux dire? Ouah, tu connais des C'est, coachs comme ça qui gueulent tout le temps, tout le temps? Moi, il doit y en ah, je sais avoir. pas. Il doit Mais y en bien sûr qu'il avoir. y en a, bien sûr qu'il y en a. Il y en a qui sont, en fait, dans ce rapport. En fait, ils veulent, c'est tout le problème. C'est qu'il y a certains coachs qui veulent inspirer la crainte à leurs élèves. Tu vois? Et on a vécu, j'en connais, et je ne citerai pas les noms parce que là, pour le coup, ça serait dénigré, mais qui veulent absolument, absolument que les élèves les craignent, tout simplement. Parce que, encore une fois, c'est un manque de confiance en eux, tu vois. Très souvent, C'est, c'est des coachs, je pense, qui n'ont rien fait, que c'est voilà, qui sont frustrés de leur carrière entre guillemets, et c'est juste ça en fait. mais oui. Tu sais à qui je pense là? Est-ce que tu as une idée de qui je pense? Quand un coach qui insultait ses élèves tout le temps, qui gueulait tout le temps sur ses élèves, sur des galas, sur les cours, sur n'importe quoi, pour les motiver, pour les faire venir à un entraînement. Ça te parle ou pas? Sinon, on en parlera en off. Non, on en parlera en off. Je l'ai pas là. Tu l'as pas? On en parlera en off. Ok. Donc ça, c'est important. C'est important. Être lucide, mais être lucide aussi, c'est mettre un élève face à ses réalités. C'est-à-dire lui dire, OK, t'as fait ce choix de carrière-là, tu veux être combattant professionnel, par exemple. OK. Sauf que pour toi, ça va pas être facile. Tu vois? C'est Bah, ça pour aussi être personne. lucide. Non, non, mais attention. Non, je vois Alors ce que attends. tu veux dire. C'est-à-dire que t'en as, ils ont des facilités, tu sais que ça va être plus facile. Eux, le travail, ça va être lucide de leur dire attention et de leur dire tout de suite. Tu as des facilités, travaille dur, parce que si tu te reposes sur tes facilités, tu vas atteindre un plafond, tu le dépasseras jamais. Mais à l'inverse, t'en as certains où tu sais que ça va être très très laborieux et il faut leur dire tu as ton rêve, bah, sois prêt à bosser 1 milliard de fois plus que lui pour l'atteindre. Et encore, tu n'es même pas sûr d'atteindre le même niveau. Tu sais, parce que c'est ça aussi être lucide. Je ne te ferme aucune porte si tu veux. C'est jamais dire à quelqu'un non, c'est pas pour toi. Parce que tu peux être très surpris par les gens. Attention à ça. Ne dites jamais à quelqu'un c'est pas pour toi. Tu as plein d'exemples de gens qui, d'un coup d'un seul, ont un déclic et ça part. Et ces personnes-là qui ont tellement galéré à avoir ce déclic-là, derrière, une fois que c'est parti, ils ont la force de travail, ils ont le mental, ils ont créé un style autour de leur faiblesse qui va faire que derrière, ils vont être très très compliqués par la suite. Hmm. Donc attention à ça. Mais il faut savoir être honnête avec la personne. Lui dire C'est vrai, écoute, hein. si tu penses que ça va être simple, c'est pas là. Ouais. Je rebondis sur ce que tu disais là. C'est vrai que très souvent, ça arrive, hein. Au début de saison, on voit des mecs doués. Hmm. On se dit, eux, ils vont tout péter. Des mecs un peu moins doués où on se dit, bon, ça va être plus compliqué. Et puis tu reviens 2, 3 ans après. Le mec sur qui tu misais rien du tout, un niveau Hmm. de fou, parce qu'il s'est entraîné dur, il a tout écouté. Et le mec qui était le plus doué à la base, il n'a pas évolué. Il est resté Bah au oui. même niveau. Mais parce que tout le monde l'a encensé, tout le monde dit ah lui il est trop chaud et patati et patala et nanani et nanana et c'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut leur faire comprendre bah, avec c'est moins le cas dans le MMA mais avec le JJB avec les grades. Les grades, c'est important. C'est important. La manière dont tu donnes un grade. Est-ce que tu donnes un grade parce que juste ton élève il est fort
ou est-ce que tu donnes un grade parce que tu estimes qu'il a assimilé ce que tu voulais qu'il assimile? Tu vois, j'ai un exemple. Ryan, club. Ryan, très fort, c'est le dernier en date. Très fort en combat, il tapait tout le monde, il tape tout le monde. Il y avait champion d'Afrique de lutte qui vient, il l'a jeté en l'air. Très très fort, très très fort. Mais à chaque fois, je faisais une jauge, tu sais. Et quand techniquement il faisait un truc qui était pas propre, eh ben la jauge, elle grandissait. Genre tu t'éloignes de ta ceinture. Et ça le marquait à chaque fois. Et quand il faisait un truc qui était bien, et il avait à cœur de prendre soin de bien faire les choses, la jauge, elle réduisait. Je lui disais là, tu t'approches. Et c'est tout con, mais juste ce petit genre de choses-là fait que quelqu'un qui est talentueux, qui a un physique, tu vois, qui est jeune, qui va te rentrer dedans et qui est bon, et ben de quelqu'un de bon, tu vas en faire quelqu'un qui sera peut-être plus excellent, parce que en plus de sa technique, plutôt en plus de ses capacités, bah, tu vas lui rajouter en plus un panel technique, une expérience et tout ça qui va faire qu'il va devenir plus grand. Donc c'est à nous aussi de ne pas les conforter là-dedans, parce que les élèves vont les conforter là-dedans. Quoi? Pourquoi il n'est pas déjà ceinture bleue? Combien t'entends de personnes qui sont là, qui viennent parler? Parce que ça rassure les élèves de se dire, ah lui, il est blanche, il me fume. Non, il est au moins bleu, tu vois. C'est rassurant pour eux de se dire, ah le mec qui me fume, il est ceinture bleue. Ouais, mais dans ce cas-là, tu prends l'exemple d'un mec qui est ceinture bleue et qui est bon, tu vois, qui va fumer la plupart des gens, mais qui va se faire fumer par lui, par exemple. Je dis voilà, lui, il est ceinture bleue. Pose-toi la question pourquoi. Lui, il est ceinture bleue et toi, tu l'es pas. Tu vois, c'est tout bête, mais c'est important. C'est pas que le niveau, c'est pas que la force, c'est pas que ça. C'est l'expérience que tu as et l'envie que tu as et la technique que tu assimiles. Et, tu vois, il y a plein de choses à prendre en compte. Maintenant, la dernière question, la grande question. Est-ce qu'il faut être un bon compétiteur ou au moins avoir une expérience en compétition pour être un très grand coach? Ça, c'est la question qui tourne sur tous les tapis. Est-ce qu'il faut être un grand compétiteur pour être un grand coach? Tu réponds ou tu réponds en premier? Commence à répondre, vas-y. Je commence à répondre. Bah, déjà, non, je pense pas. Par contre, il faut de l'expérience en compétition, mais pas forcément en tant que compétiteur, en tant que coach. Ouais. Parce que on l'a dit, c'est difficile de coacher. On apprend avec l'expérience. Mais plus on coach de profils différents aussi, plus on est confronté à des situations différentes, plus on apprend. Et pour moi, c'est là la clé. C'est pas tant être un compétiteur, mais alors ça peut aider, hein. Ça peut aider, comme ça peut ne pas aider. C'est comme est-ce qu'un bon coach, c'est ça. J'allais reposer la même question. Un bon athlète ne fait pas forcément un bon coach, mais il faut, voilà, pour moi, primordial l'expérience en compétition en tant que coach. Oui, c'est ça, c'est ça. Et le plus bel exemple, encore une fois, c'est Danaher. Danaher qui a un problème de santé qui l'a empêché de faire de la compétition. Et ça l'empêche pas de faire partie des. Ouais, c'est au niveau de la jambe ou de la hanche, je sais plus. C'est sa hanche, je crois. Ou son genou. Mais même Trevor Whitman, je ne crois pas qu'il ait fait de combat, en tout cas pas à haut niveau. Mais même Jackson, de la Jackson Wing, c'est pareil. Ouais, mais même le coach qui est à la mode là en ce moment de l'extrême couture là, Eric Nicksick. Nicksick, ouais, voilà, par exemple. Pas des compétiteurs. C'est même souvent d'ailleurs pas des compétiteurs. Bah, tu sais, quand tu regardes les grands coachs. Pour une simple et bonne raison. Alors Danaher, lui, pour le coup, c'est parce que derrière, en fait, il a mis toute son énergie dans le fait de devenir un bon coach. En fait, c'est comme un athlète. Tu t'entraînes à être un coach. Tu sais, à être le meilleur coach possible. Donc, ça veut dire que, effectivement, pour moi, avoir une petite expérience quand même en compétition, quand même, c'est important. Tu vois, là où toi, tu dis avoir une expérience dans le coaching, en compétition, c'est vrai. En fait, c'est-à-dire que tu vas nourrir les 90% qui vont manquer avec ton expérience en tant que coach. Par contre, avoir un petit 10% où tu as goûté à ce que c'est que d'être en compétition, même à n'importe quel niveau, parce que finalement, la compète de quartier et l'UFC, c'est la même chose en soi. Sauf que derrière, tu as la gestion du public, tu as la gestion des caméras, tu as les médias d'aide, tu as tous ces trucs-là. Ça, c'est des choses que tu peux assimiler différemment. Parce qu'en tant que coach, tu ressens cette même pression. Tu vois. D'ailleurs, un coach a plus de pression qu'un élève, qu'un athlète. Ça, tous les athlètes qui disent l'inverse, vous deviendrez coach peut-être un jour, vous allez vous en rendre compte. C'est pas la même gestion de la pression. Et croyez-moi que vous, quand la cloche sonne et que vous commencez le combat, votre pression, elle s'arrête. Celle du coach, elle continue. C'est-à-dire que tu es dans le stress de la première à la dernière seconde. Exactement. C'est la pire parce que vous n'êtes pas maître de ce qui se passe. Exactement.
Exactement. Et tu as une responsabilité vis-à-vis de ton élève et il se passe plein de choses. Donc oui, effectivement. Et si tu donnes la mauvaise info au mauvais moment, c'est comme toi quand tu fais la mauvaise chose au mauvais moment. Tu vois, c'est Mm. une erreur qui est pas pardonnable. Sauf que quand c'est toi qui fais l'erreur, tu peux t'en vouloir à toi. Quand tu es le coach, tu t'en veux à toi et ton élève t'en veut aussi. Ton athlète t'en Ouais. veut aussi. Donc, et le monde entier t'en veut aussi. Tu vois, c'est tout bête, hein. Mais c'est vrai. Il y a rien de plus ingrat que le rôle d'un coach. Donc voilà. Mais en gros, pour moi, il faut quand même avoir une petite expérience en compétition pour savoir quand même ce que ça fait. Savoir ce que ça fait que de perdre du poids. Savoir ce que ça fait que de passer une nuit blanche la veille à penser à tout ce que tu vas ruminer. Tiens, s'il fait ça, je vais faire ça. Mais s'il me fait ci, je vais faire ci. Alors que, en vrai, le jour du combat, il se passe pas du tout ce que tu as pensé dans ta tête ou t'as pas dormi ou tu aurais mieux fait de dormir. Savoir gérer ton alimentation, savoir gérer ton échauffement, savoir gérer la pression d'avant-match, savoir ce que ça fait que d'avoir une pression d'avant-match. Tu vois, savoir que quand la cloche, elle sonne, à ce moment-là, ta pression, elle diminue, mais que tu perds tes capacités pendant le combat. Tu vois, que tu n'es plus à 100%, que ce que tu as fait au club, ça ressort pas forcément parce que tu as un objectif et un enjeu qui est différent. Donc, tu vas pas te libérer aussi facilement que quand tu es au club. Savoir qu'il faut que tu sois prêt à 200% pour être à 100% le jour du combat. Savoir ce que ça fait de gagner, mais savoir aussi ce que ça fait de perdre. Et de savoir ce que ça fait de perdre et de remonter sur le tapis derrière. Tu vois, et de revenir à la compétition. Mm. Savoir ce que ça fait aussi de perdre pendant un certain temps. Tu sais, quand je dis aux élèves, la première des choses à faire, c'est pas faire un podium, c'est faire votre première victoire pour débloquer le compteur. Savoir ce que ça fait que passer du temps avant de débloquer ce compteur. De savoir que tu te dis, mais est-ce que je suis fait pour ça? Tu sais, tout ton questionnement. Est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que je vais y arriver un jour? Est-ce que cette discipline, elle est pour moi? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? En fait, il faut, pour moi, être passé quand même par tout ça, même si t'as pas brillé, mais il faut être passé par tout ça pour pouvoir ensuite, derrière, encore une fois, faire le retour d'expérience et communiquer à tes élèves tout ça. Tu sais, leur Alors, apporter cette expérience. je suis d'accord avec tous les points, mais là, c'est plus pour être un bon coach global, tu vois. Parce que sur un athlète de haut niveau, tout ça, ces points, il sait les gérer déjà. Mais C'est c'est pour pour ça ça que qu'un je dis, Danaher, tout ça, n'est pas forcément compétiteur, qu'un Ixtic n'est pas forcément compétiteur. Parce que lui, le stress de l'athlète et tout, l'athlète, il sait le gérer. Il est déjà à haut ouais, niveau. non mais, alors je suis d'accord avec toi, il sait le gérer, mais à la fois, il faut quand même le comprendre. Parce que si tu le comprends pas, c'est-à-dire même s'il sait le gérer, il faut que toi, tu puisses le comprendre. Parce qu'il faut que tu saches quand te mettre en retrait. Tu vois, pour l'avoir vécu là au plus haut niveau avec l'UFC, il faut que tu saches quand il faut que tu sois présent, quand il faut que tu te mettes en retrait, quand il faut. Et si tu es à contre-courant, tu vois, parce que tu sais pas, parce que tu l'as pas vécu, mais tu es moins performant. Tu vas Ouais, savoir quoi dire à quel moment. Tu sais, quand tu sens que ton élève, il est en train de, même si c'est du haut niveau, que tu commences à sentir à le perdre, tu sais que tu sens que mentalement, il n'est pas là. Si tu l'as pas vécu avant, si tu n'as pas cette expérience-là, mais bah, c'est tu dur. vois, pour moi, ça c'est pas lié à la compétition. Parce que c'est plus lié à chaque élève qui va être différent. Il y en a qui vont vouloir un coach présent tout le temps, parler, etc. Il y en a qui ont besoin d'être dans leur bulle. Et ça, c'est plus le relationnel et peut-être l'empathie, le ressenti que tu peux avoir qui va t'aider, plutôt que être compétiteur. Parce que toi, peut-être qu'en tant que compétiteur, tu n'as pas forcément connu le stress. Tu vois, ou en tout cas, tu étais Oui, bien moins stressé que ton athlète. Donc peut-être que justement, ça peut te fausser. En disant, ouais, pourquoi il est stressé lui alors que moi j'ai fait ça, j'étais même pas stressé. Tu vois? Alors que là, tu es, voilà, t'es neutre. C'est juste de comment voilà, ressentir les émotions de ton athlète. non, Et mais je suis savoir. d'accord avec ça. Je suis totalement d'accord avec ça. Bah, l'exemple d'Océane Talvar, hein, tu sais, qui était ultra fermé, par exemple, avant ses combats, et que le jour où je l'ai vu en mode pipelette avant les combats, j'ai dit, mais attends, t'es pas dedans. Ça, c'est parce que je savais elle avait besoin d'être dans sa bulle. Donc, effectivement, bien sûr, ça aussi, ça c'est très vrai. Le relationnel avec ton athlète, il est important. De savoir que pourquoi un athlète il pleure avant le combat, tu vois, ou pourquoi il est euphorique, ou pourquoi ceci ou cela. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais pour moi, je dissocie les deux. C'est-à-dire que effectivement, ça peut te fausser. Je suis d'accord avec toi, hein. Attention, ça peut te fausser quand tu vois que la personne ne réagit pas comme toi. Là, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais quand même, je pense que d'avoir quand même une petite expérience, parce que toutes les personnes qu'on a citées là, à part peut-être Danaher, et encore, si je pense qu'il a quand même Oui, dû faire un peu de compétition, je pense tu qu'ils ont tous vois, une compétition. Ouais. c'est ça. Ils ont tous quand même vécu ça. Enfin, même, tu sais, alors, au-delà de ça, au-delà de l'avant-combat, pendant le combat, tu sais, quand on parlait tout à l'heure de l'expérience de ce qui passe ou ce qui ne passe pas, tu sais, la technique scolaire et la technique réelle, tu vois, celle que tu as éprouvée.
Bah ça passe par le fait que tu aies vécu quand même ce que c'est que un vrai combat, de savoir gérer aussi. Tu sais, tout bête, hein, mais on va prendre le scoring. Tu sais, quand tu combats au club ou en open mat, tu vas pas combattre de la même manière avec le même mentalité que quand tu as un scoring. Tu vois, Non, non, c'est le sûr. combat il va être plus fermé et tout ça. Il faut l'avoir vécu. Il faut que tu puisses dire à ton élève, attention, là, il va te bloquer parce que ceci, là où tu as l'habitude que le jeu soit ouvert, ça sera plus fermé. Je suis Donc je suis d'accord. d'accord. Mais Donc je suis d'accord. effectivement, c'est entre le un et le 2. C'est-à-dire que ça fait partie des questions que tu peux mettre en un, comme tu peux mettre en 2. C'est à différents niveaux, c'est différents degrés. Je Mais suis quand d'accord, même, mais tu vois, ce que tu viens de citer là, le pointage, en tant qu'expérience, en tant que coach, c'est des trucs que tu auras vécu aussi, avec les élèves que tu auras coachés. oui, bien sûr. Tu vas savoir tout ça, que le mec va bloquer le jeu, que ça va avec l'expérience du coaching. Ouais, mais il faut un peu de ressenti, tu vois. Tu peux pas être moniteur d'auto-école si tu n'as jamais touché un volant, tu vois. Tu peux avoir toute la. En fait, le truc, quand même, tu peux avoir tout. Tu peux lire tout ce que tu veux, tu vois. Il faut quand même mettre les mains dans le moteur à un moment. Tu vois, pour moi, il faut quand même un peu mettre les mains dans le moteur. Même si c'est pas grand-chose, même si c'est pas beaucoup. euh, si tu, si tu sais pas, tu peux lire la théorie. Tu sais, tiens, je vais encore faire une image. Ça me rappelle un épisode de Ma famille d'abord. Oui, c'est ça. Notre belle famille. Tu sais, où tu as les deux filles très studieuses, tu sais, Dana qui est là avec ses bouquins, ses machins, et puis tu as Cody et Gigi, tu sais, qui eux mettent les mains dans le cambouis, tu vois. Et ils se font un défi, faire la révision d'un moteur. C'est l'huile, le machin, le truc, tu vois. Donc elle arrive avec son gros bouquin, blablabla, bla, 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 et elle enquille, et les autres, ils sont là, tu sais, à l'expérience, tac, 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 tac. Et au final, il se passe quoi? Elle fait la vidange, donc elle dit c'est bon, bah voilà, on a tout fait, maintenant tu peux remettre l'huile. Elle est en dessous et elle se prend toute l'huile dans la tronche. Pourquoi? Parce qu'elle avait oublié de remettre le bouchon. Tu vois? Non mais c'est con, mais c'est tellement vrai. Si tu l'as pas vécu, tu vois là aujourd'hui qu'elle l'a vécu, Ça la va fois plus oublier le d'après, bouchon. exactement. Donc il faut quand même le vivre. Il faut quand même le vivre un petit peu pour moi. C'est-à-dire que oui, être un gros compétiteur, c'est une connerie parce que souvent les gros compétiteurs, ils vont être faussés. Eux vont être faussés parce que souvent, hein, pas toujours, parce que ce qui a fonctionné pour eux, ils vont penser que ça fonctionne pour tout le monde. Et surtout, ils ont tellement fermé leur entonnoir, parce que pour des raisons de compétition, Mhm. plutôt que quand tu es coach depuis toujours, que derrière, le travail est plus dur pour le réouvrir. Tu vois, Danaher, le fait qu'il ait été coach et que toute sa carrière, en fait, il est réfléchi en tant que coach, lui, cet entonnoir-là, il l'a jamais fermé. Il est resté ouvert. Tu vois. Donc, il a pu naviguer, il a pu réfléchir, il a pu voir des concepts, il a pu ceci, il a pu cela. Tu vois. Quand tu es un gros compétiteur, eh ben, cet entonnoir-là, des fois, il est dur à rouvrir. Et si tu n'en prends même pas conscience et que tu restes borné, remise en question, lucidité, on en parlait tout à l'heure, eh ben, en gros, voilà, on va dire, ouais, ben, il faut absolument que tu luttes, tu n'as pas le droit de tirer la garde. Il faut absolument que tu attaques la guillotine là, parce que il faut finir le combat le plus vite possible. Parce que toi, la lutte et la guillotine, c'est ton truc, tu vois. Ouais. Mais si pour ton élève, ou parce que le mec en face de toi, il a une meilleure lutte que toi ou une meilleure défense de guillotine plutôt que ta guillotine, qu'est-ce que tu fais? Tu vois? Comment tu transposes? Et si tu n'arrives pas à communiquer ça, c'est pas bon. Donc quand tu es un gros compétiteur, bah, des fois, tu es faussé à cause de ça. Donc une expérience, oui, gros compétiteur, non. Toi, tu pars du principe que peu importe expérience, que ça soit en coaching ou en tant qu'athlète. Petite expérience, tu veux dire. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Bah, c'est intéressant. Enfin, après, nous deux, on a vécu la compétition, donc on peut pas savoir. Mais il faudrait avoir le retour peut-être d'un coach Non qui, lui, n'a jamais compétiteur. connu. Exactement. Savoir comment il se ressent et comment sont les résultats de ses élèves, comment est le ressenti de ses élèves en fonction de ça. Donc, s'il y en a un parmi vous qui est dans ce cas de figure-là, n'hésite Ou qui pas a un coach qui est ouais, élève d'un coach non compétiteur. ouais, N'hésite pas à nous à donner faire un ton ressenti. retour. Ouais. Un petit retour d'expérience, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, effectivement. Ouh, je pense qu'on a fait un tour exhaustif de ce qu'on pense être un bon coach ou un coach lambda enfin, quelle que soit la discipline d'ailleurs. Ouais, bon, c'est vrai qu'on a beaucoup cité JJB Grappling, mais ouvrez vos oreilles et en fait, c'est pour tout. Oui. C'est pour le MMA, c'est pour la boxe, c'est pour tout. Ah oui, oui, oui. Tout ça, en fait, finalement, c'est des points qui sont transposables partout, hein. C'est des concepts plutôt que de la Ouais. technique pure. Donc oui, effectivement, c'est parce que là, on est plus dans ce matrixé JJB pour l'instant et voilà, mais ou MMA, tu vois. Donc voilà, c'est juste qu'on va rajouter des petits points, mais enfin, tu sais, il y aura peut-être des petites différences, mais ça reste à la marge. Ça restera à la marge. Donc, euh, donc voilà. Bon,
Bah écoutez, j'espère que les nostalgiques, et puis en même temps, on est resté axé JJB parce qu'à la base, on parlait beaucoup JJB. Donc si on est vraiment sur la nostalgie du podcast, il fallait absolument qu'on soit plus axé JJB. On fait plaisir un peu à cette partie de notre public aussi. Je pense à Philippe Ferrandi, tu vois, par exemple, qui des fois regrette ces épisodes-là, qui lui fait du JJB. Donc voilà, on pense à toi. J'espère que cet épisode te plaira pour le coup. Et donc voilà, si on a d'autres idées, peut-être qu'on le fera. Peut-être qu'on peut faire qu'est-ce que un bon athlète. Ça serait peut-être plus court. Je sais pas. Non, je sais plus. Non, je crois pas. Je sais plus. Non, on l'a pas fait. Mais que faut-il pour être un bon athlète? Bon, ça serait beaucoup plus court. Le truc, c'est que ça serait beaucoup plus court. Parce qu'il y aurait des redites avec celui-là, je pense. Mais bon, ça serait l'autre prisme. Et ça serait intéressant. Est-ce que vous pensez être un bon athlète? Tu sais? Est-ce que vous êtes dans le faux? Déjà, avec tout ça, vous avez des réponses. Hein. Déjà, avec tout ça, vous avez des réponses. Donc, la remise en question, ça va dans les deux sens. Hein. Vous pouvez aussi, vous, en tant qu'athlète, vous remettre en question. J'invite tous les athlètes, je vais peut-être le mettre dans la bio. J'invite tous les athlètes et les coachs à écouter ça. Surtout les athlètes. Avec vos grandes gueules, là. Avec votre melon de bâtard et vos chevilles qui rentrent plus dans les chaussettes. Ah là là, vous rendez ouf. C'est le mec qui finit en roue libre, complète. Ah, le mec a craché. Ah, je vous déteste. Oh, puis j'arrête tout, putain. Tu sais. Tout son c'est le mec qui sorti, stoppe. là. Le mec, c'est ça. Oh là là. Ah ouais, je vais commencer à faire du name dropping, ça va faire mal. Donc ouais. Non, mais en tout cas, voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, j'espère, comme je vous ai dit, que ça vous a plu. Likez si c'est le cas, commentez, partagez, mettez les 5 étoiles sur les plateformes de podcast, la cloche de notification pour ne rien rater. Si le cœur ou l'envie vous en dit, bah il y a le lien Tipeee qui sera en description de la vidéo. Donc n'hésitez pas. Et puis voilà. En tout cas, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut. Salut.